Pour info, la scène a gagné le MTV Movie Award de la meilleure scène de combat. J'aimerais savoir qui y avait en face en compétition. Blade, Wesley Snipes contre les vampires. Et tous ces mois d'entraînement pour faire des combats et tout, et pour se faire battre par un chien. Bravo Poufy. Bonjour à tous et bienvenue dans Calmos le podcast. Je suis Hugo Alexandre et j'ai le plaisir de retrouver pour ce nouvel épisode mon camarade David Honora. C'est moi, je suis là, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir une nouvelle invitée, Alexandra Mignien. Bienvenue. Salut. Donc Alexandra, tu es monteuse, scénariste, réalisatrice. On peut notamment découvrir certains de tes courts-métrages sur ta chaîne YouTube qui porte ton nom, je crois, donc c'est facile à retrouver. J'ai fait aucune originalité. Ouais, c'est parfait. Alexandra Mignien, M-I-G-N-I-E-N. Est-ce que tu nous conseilles un film en particulier pour découvrir ton travail ? Question difficile. C'est comme me demander de choisir mes enfants. Quel enfant je préfère. Alors, le dernier, en fait, il y en a pas tant sur ma chaîne YouTube parce que en fait, donc quand on fait un film et surtout un court-métrage, d'abord il fait des festivals et il fait des festivals pendant 1 an ou 2. Et certains festivals n'acceptent pas que le film soit diffusé sur Internet pendant cette période-là. Du coup, en général, mes films font leur vie en festival et une fois qu'ils ont un peu fini leur parcours, je les mets sur ma chaîne YouTube. Mais ça fait que du coup, il y a un décalage. J'ai fait 15 courts-métrages et il doit y en avoir peut-être 5 sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a vraiment un gros décalage. Mais sinon, il y a Babaou qui est très court si vous n'avez pas beaucoup de temps. Il fait moins de 3 minutes. Et oui, après, c'est vrai qu'on peut tous les binger. C'est pas très long. En 1 heure, on peut voir tous les films dispo sur YouTube. Plusieurs fois même. Une vie de travail. Allez-y, faites des vues. Et abonnez-vous aussi, parce que en fait, le problème de la fiction sur YouTube, c'est que les gens regardent mais s'abonnent pas. Parce que effectivement, je mets un film en ligne tous les 6 mois, 1 an, donc forcément, il n'y a pas de récurrence. Mais abonnez-vous, en vrai. Donc tu fabriques des films, et je suppose que tu es aussi spectatrice assidue de cinéma. Donc c'est une question qu'on pose régulièrement à nos invités. Quelle place a le cinéma dans ta vie ? Est-ce que tu te considères comme très cinéphile ? Est-ce que tu vas beaucoup au cinéma ? Ouais, je me considère comme très cinéphile, mais j'ai une cinéphilie qui est pas... j'ai plus envie... Avant, j'allais voir tous les films, même ceux qui, à la base, le pitch m'intéressait pas plus que ça. Parce que j'étais curieuse et que j'ai une carte UGC illimitée depuis que j'ai 13 ans. Donc, je me disais, il faut que je la rentabilise. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, vraiment, j'allais le samedi au cinéma et j'enchaînais 4 films dans la journée. J'avais très peu d'amis. Oui, donc tu y allais sans idée préconçue de ce que tu allais voir et tu prenais le premier truc qui venait. Et c'était trop bien parce que ça m'a permis de découvrir plein de films que j'aurais pas vu si j'avais pas été les voir par hasard. Et en même temps, maintenant, j'ai beaucoup moins le temps. Et du coup, je me dis et puis les films sont de plus en plus longs. Ouais. Donc je me dis, si je vais au cinéma, ça va me prendre 3 heures de mon temps. Je peux pas me permettre d'aller voir un truc qui va pas me plaire. Donc, si je peux aller voir quelque chose qui va pas me plaire, mais il faut qu'il y ait un intérêt pour moi, il faut que j'y aille pour une raison. Donc je choisis beaucoup plus les films que je vais voir. Est-ce que tu as des genres favoris de films ? Ouais, moi le cinéma d'horreur. Tout ce qui est film de genre en général dans la globalité. Alors le film de genre c'est très très large, mais le cinéma d'horreur, j'adore ça. Et alors d'autant plus dans le cinéma d'horreur, faut choisir les films qu'on voit parce que les films d'horreur il y en a plein et ils sont pas tous bons. Ouais. En fait comme dans tous les genres, c'est pareil dans la comédie. Mais un mauvais film d'horreur, c'est parce qu'une mauvaise comédie, je trouve, on peut en rire. Un mauvais film d'horreur, c'est... Il y a des mauvaises comédies où on rit pas. Aussi. J'en ai vu plein. C'est le principe d'une mauvaise comédie. Oui. Non, d'ailleurs, la comédie, ça te parle ? Ouais, ça me parle. Mais c'est pas tant les films que je vais le voir le plus au cinéma, parce que j'ai l'impression, je vais plus tendance à aller voir des comédies à plusieurs. Or, le cinéma, c'est un truc que je fais un peu seul ou avec une amie. Mais les comédies, c'est un truc que j'aime bien partager avec des gens. Là, on est plusieurs, finalement, pour parler d'une comédie. Une comédie que tu n'as pas vue, puisqu'on rappelle le concept du podcast. À chaque épisode, David ou moi racontons un film à quelqu'un qui ne l'a pas vu. Et aujourd'hui, on va parler d'une comédie américaine culte des années 90 qui s'appelle Marie à tout prix, réalisée par Peter et Bobby Farrelly. Qu'est-ce que tu sais de ce film ? J'en sais très peu, puisque je ne savais même pas que c'était par les Farrelly. D'accord. Vraiment, je ne savais pas. Et alors, le seul truc que je sais de ce film,
c'est que c'est un peu culte quand même. Ouais. Qu'il y a Cameron Diaz. Ouais. Et j'ai réalisé, juste après qu'on ait décidé qu'on allait parler de ce film, je me suis dit, je vais pas me spoiler. Mais pour être sûre que je confondais pas avec un autre film, j'ai juste regardé l'affiche sur Internet. Et j'ai toujours cru que c'était Ace Ventura. Jim Carrey. Jim Carrey, je croyais que c'était Jim Carrey. J'ai eu un trou. Oui, parce que énorme trou de mémoire. Jim Carrey a joué dans d'autres films des frères Farrelly. Oui, voilà. Et en fait, je sais pas pourquoi, Alors, le seul truc que je connais du film, c'est cette fameuse scène du gel dans les cheveux. Ouais. Et en fait, je pense que j'ai eu un espèce d'effet Mandela chelou pour moi, le mec en face, c'était Jim Carrey. Alors que, j'ai découvert en regardant l'affiche que Jim Carrey n'était pas dans ce film. Je pense que c'est aussi parce que Jim Carrey joue dans The Mask avec Cameron Diaz, qui est le premier rôle de Cameron Diaz, et elle est associée autant à l'un qu'à l'autre. David, je pense que ça aurait moins bien marché avec Jim Carrey dans le film. Ça aurait été autre chose. Oui, ouais. Mais moi c'est un film que j'adore, que j'ai beaucoup vu à une époque, que je cite souvent dans mes comédies préférées, voire c'est un candidat à meilleure comédie de tous les temps. Ta comédie préférée. Ouais. Wow. Cela dit, je l'ai pas vu depuis, je pense, au moins 10 ans. Est-ce que tu crains que ça ait vieilli par certains aspects ? Ça a sûrement vieilli, mais je pense que la mécanique comique est quand même vraiment très drôle. Et ça a vieilli parce que c'est vraiment un film de son époque, quoi. Enfin, même rien que Cameron Diaz, en fait, on est dans un... ça nous replonge dans les années 90. Qui est en retraite depuis quelques années, je crois. Ouais, mais c'est une super actrice, d'ailleurs, qui a fait, par la suite... plein de trucs et même des rôles chez Scorsese ou autre. C'est pas juste la bimbo telle qu'elle est présentée dans The Mask. Et d'ailleurs, même dans The Mask, même si c'est ça l'archétype qu'elle est censée incarner, c'est une super actrice. Enfin, ça se voit tout de suite, quoi, qu'elle a un truc vraiment génial. Bon, pour donner quelques éléments de contexte, c'est un film de 1998. C'est le 3e film des frères Farrelly après Dumb and Dumber, qui est leur premier film qui a un carton. The OG. Comment ? The OG. Ouais, The OG. Et ensuite, ils ont fait un film qui s'appelle Kingpin, en anglais et en français, ils l'ont traduit par Strike. C'est un film qui n'a pas du tout marché. Très bon film. Ah ouais ? Donc, j'ai jamais vu, moi. Ah, t'as jamais vu Kingpin ? Non. Ah ouais, super film de ça se passe dans un bowling. Ah oui. Ouais. Enfin, c'est une sorte de champion de bowling avec un mec qui a perdu une main. Très, très Farrelly, très trash, très con. Mais ça a été un gros flop à l'époque. Et donc, du coup, au moment où ils font Marier à tout prix, c'est un peu des outsiders. Ouais. Et en fait, ils ont repris un scénario qui a été écrit en 88 par 2 scénaristes de télé, qui s'appellent Ed Decter et John Strauss. Et ils ont retravaillé ce scénario sans grande conviction, quoi. Enfin, ils adoraient le scénario, mais ils savaient pas du tout qu'ils allaient faire un carton. Et donc, si vous êtes prêts, je vais démarrer le récit de cette histoire. Avec plaisir. On est prêts. Alors, le film démarre sur une chanson. C'est le générique. C'est une chanson particulière parce qu'on voit la chanson dans le film. C'est un mec avec une guitare qui chante. Il est perché sur un arbre. Et ce gars, pour info, c'est Jonathan Richman, qui est un rocker des années 70. Il avait un groupe qui s'appelait les Modern Lovers. Et donc, il chante une chanson qui s'appelle There's Something About Mary, qui est le titre américain du film. Et donc, l'histoire de la chanson, c'est un gars qui bloque sur une fille. Il n'arrive pas à penser à quelqu'un d'autre parce qu'elle a un je ne sais quoi. On a un travelling de ce chanteur à la guitare vers un jeune homme qui est devant un lycée. C'est Ben Stiller, habillé en survêt. Il a des super longs cheveux et il a un appareil dentaire. Et en fait, on est censé comprendre que c'est un adolescent. Voilà. L'appareil dentaire, c'est comme les lunettes pour les filles. Oui, ouais. C'est pour montrer qu'une fille est moche, entre guillemets. On lui met des lunettes et on lui attache les Exactement. cheveux. Et un garçon, on lui met un appareil dentaire et des cheveux longs. Et voilà, c'est l'adolescence. Pour le coup, lui, ça l'arrangerait pas du tout. L'appareil dentaire, il est vraiment très, très laid. Et puis il a une coupe un peu gaufrée, quoi. Enfin, des cheveux. Ouais, il a des cheveux très, très avec beaucoup de volume, ouais. Et apparemment, ils se sont inspirés des véritables photos d'époque de Ben Stiller. Donc c'est vraiment le Ben Stiller de l'âge de 16 ans. Et en voix off, il y a Ben Stiller qui raconte « À 16 ans, je suis tombé amoureux ». On a un petit sous-titre qui indique qu'on est dans le Rhode Island en 1985. Et donc, ce personnage, il va voir une fille qui n'est pas Cameron Diaz. Et il lui propose d'être sa cavalière au bal de promo. Et la fille répond que elle attend d'abord la réponse d'un autre gars. Et en gros, elle lui dit « Classe. Si tous les autres garçons sont pris, ok, mais voilà. A priori, c'est mal barré. » Donc, exposition du personnage, on comprend que c'est a priori le loser
ultime du lycée. Après, on salue la franchise de cette jeune fille. La communication, c'est important. Et elle très bien communique. Elle prend pas de pincettes. C'est bien quand c'est clair. On retrouve Ben un peu plus tard avec des potes devant le lycée qui ont tous un look similaire au sien, improbable. Et ils sont en train d'admirer une fille blonde très belle qui arrive au loin à vélo. C'est Marie, incarnée par Cameron Diaz. Et Ben Stiller et ses potes se demandent avec qui elle va au bal. C'est la conversation du moment, le bal. Apparemment, Marie sort avec un certain Woogie, qui est dans un autre lycée. Et il fait partie de l'équipe de foot et de basket. Il est premier de sa classe et en plus, il fait du mannequinat. Donc voilà, clairement, c'est... Il a quelques atouts dans sa manche par rapport à Ben. Donc voilà, clairement, Marie, elle est dans une autre ligue, comme on disait à l'époque. On voit arriver un autre gars devant le lycée qui est en train de chercher une balle de baseball. Il cherche partout une balle de baseball. Et à sa façon de s'exprimer et de se déplacer, on comprend qu'il a un handicap mental. Et des gars du lycée lui font un prank. Ils lui montrent un couple un peu plus loin qui est en train de s'embrasser. Et ils lui disent que la fille, elle sait sûrement où est sa balle. Mais elle appelle pas ça une balle de baseball. Elle a un autre mot pour ça. Et en gros, il faut lui demander « Have you seen my winner ?» On est sur un prank. Voilà, on est sur un prank. Vraiment pas sympa parce que voilà, ceux qui font cette blague, c'est les personnages, c'est les potes de Ben Stiller ou c'est des random. On sait pas qui c'est. Des bullies, des méchants. Ouais, parce que ça donne pas très envie de les apprécier. Non, qu'on reverra plus jamais dans le film. Ok, c'est juste pour faire un prank. Donc voilà, il va donc Have you seen my winner? Est-ce que t'as vu ma saucisse, disons, je sais pas comment on pourrait traduire. Dans la VF, ils traduisent comme ça. Donc il va voir le couple, il fait ce qu'on lui dit. Et évidemment, le mec se fâche et commence à lui péter la gueule. Ben, lui, voit ça de loin et il intervient pour défendre ce pauvre gars qui est en train de se faire défoncer. Et là, Marie arrive en courant et Ben comprend que ce garçon qu'il est en train de défendre, c'est le frère de Marie, qui s'appelle Warren. Donc Marie remercie Ben en l'appelant par son prénom. Elle lui dit « Merci Ted ». Donc je vais l'appeler Ted à partir de maintenant. Et Ted, il est éberlué que Marie connaisse son prénom. Et en voix off, il dit même mes meilleurs amis connaissent pas mon prénom. Donc Ted raccompagne Marie et Warren chez eux. Et donc, il discute avec Marie. Et Marie est en train de parler de football américain. Elle est fan de football. Et elle est fan de l'équipe des Niners, notamment. C'est le club de San Francisco, les 49ers. Et il se trouve que Ted aussi est super fan de cette équipe. Donc voilà, la discussion se passe bien. Il y a Warren derrière qui les suit un petit peu. Et Warren, à un moment donné, il veut monter sur le dos de Ted. Et donc, le problème, c'est que Warren, il est très, très lourd. Marie précise que non, mais il fait plus de 100 kilos, laisse tomber. Enfin, elle est un peu gênée, quoi. Mais Ted, il dit non, t'inquiète. Donc, du coup, on a une scène où Ted galère avec le Warren sur le dos. Mais c'est sympa. Donc, je pense que ça fait plaisir à Marie. Il gagne des points. Et on finit par se retrouver devant la maison de Marie. Et donc, Marie et Ted sont sur le point de se dire au revoir. Et là, Marie demande un truc à Ted. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va lui demander ? Elle va lui proposer un truc même. Elle va lui proposer d'aller au bal ? Non. Exactement. Marie... c'est vraiment c'est le clip de Teenage Dirtbag de Lutus. C'est vraiment ça, genre le loser et il y a la meuf trop belle et qui au final lui demande d'aller au bal. C'est le twist de la chanson, mais là on est au début du film. Et donc Ted, il est incrédule, il se dit « Tu veux que je sois chauffeur de toi et Woogie ?» et machin. Elle dit non, mais elle lui propose vraiment d'être son cavalier. Donc il fait un grand sourire avec toutes ses dents parées de son appareil dentaire. Et il accepte, évidemment. Cut. On se retrouve le jour du bal. Ted est en costard devant la maison de Marie. Il sonne. Quelqu'un lui ouvre. Et l'acteur, c'est Keith David. C'est un acteur noir. Et donc Ted, il a un petit doute. Il se dit, je vais peut-être pas sonner à la bonne porte. Il demande quand même si Marie est là. Et le gars lui répond qu'elle est déjà partie au bal. Avec Woogie. Donc là, il y a un petit flottement. Et là, le mec se met à se marrer. En fait, il a fait un prank aussi. Il y a sa femme qui arrive. Elle se présente, c'est la mère de Marie. Elle dit qu'il faut pas écouter le beau-père de Marie. C'est un blagueur. C'est un gros farceur. Donc, il faut rentrer Ted. Marie est bien là. Elle a une magnifique robe bleu ciel. Elle est prête. Dans le salon, il y a aussi Warren qui est scotché devant la télé. Il regarde MTV. Donc, Ted salue Warren de loin et lui demande s'il a retrouvé sa balle de baseball, puisque c'est ça qu'il cherchait au départ. Warren ne répond pas, il est vraiment scotché sur la télé. Et là, Ted fait un petit clin d'œil à Marie et ses parents, et il va voir Warren,
Et il lui fait le truc de tiens, t'as quelque chose derrière l'oreille, petit tour de magie à la con. Donc il commence à mettre sa main derrière l'oreille de Warren. Et là, Warren devient fou furieux. Il saute sur Ted, il commence à lui péter la gueule, il lui fait des prises de catch. Et donc Mary et ses parents arrivent à séparer Ted et Warren. Et Mary lui explique que Warren en fait est très très sensible des oreilles. Donc il faut surtout pas toucher ses oreilles tant qu'il n'a pas une confiance absolue. C'était difficile de prévoir. Ouais. Mais après, il a tenté un truc, un move cool. En fait, ça n'a pas du tout marché. Et en fait, ça caractérise bien le personnage de Ted qui est un loser. Enfin, il va vraiment... il va lui arriver que des merdes pendant tout le film. Et c'est le premier film où Ben Stiller joue ce personnage-là. Enfin, avant, il n'avait jamais trop fait de comédie, finalement. Et donc, c'est un personnage qui va rejouer pendant toute sa carrière, en fait. Là, un peu moins maintenant, mais pendant toute sa carrière, il en est un peu revenu. Donc après ça, Mary se rend compte que sa bretelle s'est cassée de sa robe avec l'agitation. Donc sa mère propose de l'accompagner dans sa chambre pour l'aider à la réparer. Et ça tombe bien parce que Ted a envie de pisser. Donc il en profite pour aller aux toilettes. Donc voilà, on voit Ted aux toilettes, il pisse. Et il voit par la fenêtre un couple de colombes mignonnes. Un petit couple sympa. Donc il est un petit peu émerveillé, il est en train de pisser, il regarde par la fenêtre. Et les oiseaux finissent par s'envoler. Et derrière les oiseaux, il y a la fenêtre de la chambre de Mary, qui est en train de réparer sa bretelle avec sa mère, donc elle est à moitié nue, quoi. Et là, elles aperçoivent Ted, qui est en train de regarder dans leur direction. Donc Ted est paniqué, et il rezippe sa braguette super vite, et il se coince le zizi dans la braguette. Qui est aussi une scène très connue de ce film. Je sais pas si tu en avais entendu parler. Non. Voilà, bon, c'est la scène du zizi dans la braguette. Et donc, c'était écrit comme ça sur le plan de travail. Ouais. Et donc, on est une demi-heure plus tard avec toute la famille devant la porte de la salle de bain et Ted veut pas sortir. Il dit pas ce qui se passe, mais bon, voilà, il y a un problème. Et donc, la mère de Mary se dit que c'est sûrement un problème de garçon. Donc, elle dit au beau-père de Mary d'aller voir. Et donc, le beau-père entre. Donc, Ted est super mal à l'aise, mais il finit par montrer sa braguette. Et là, le beau-père regarde et hurle de terreur. En fait, on a juste le contre-champ. On ne peut qu'imaginer ce qui s'est passé, mais apparemment, c'est affreux. J'ai du mal à me rendre compte de ce que ça peut faire de se coincer. Mais j'imagine que pour tous les hommes, il y a un truc très... viscéral. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, à la fois, ça renvoie une image viscérale. À la fois, ça m'a toujours paru un peu impossible, en fait, de faire ça. Enfin, je vois pas trop... Bah justement, les Farrelly, ils racontent qu'il y a un gars de leur école à qui c'est arrivé le jour du bal de promo. Alors, peut-être qu'ils inventent, mais apparemment, c'est une vraie histoire. En fait, il faut avoir je vais rentrer dans des détails. Il faut avoir énormément de peau. Qu'est-ce que tu te coinces dans la braguette, en fait? Bah, justement, c'est une question qui va se poser. Alors, le beau-père, il sait pas quoi faire. Et donc, il sort pour demander à sa femme de regarder. Il précise, elle est assistante dentaire, elle va savoir quoi faire. Donc, elle regarde et elle hurle aussi, encore plus fort que lui. Et elle demande justement à Ted, mais tu t'es coincé quoi exactement? Est-ce que c'est... alors, je sais plus quelle expression elle utilise, mais elle utilise une expression métaphorique. Oui, mais parce que est-ce qu'il a eu une sorte de début d'érection à cause du fait qu'il a vu Marie? Ou est-ce qu'il est mou? En fait, ça change la texture de ce que tu te coinces. Il était en train de faire pipi. Non, je pense que c'était mou. Ouais, je pense c'est mon hypothèse. Mon hypothèse, moi, j'imagine vraiment une sorte de col mou d'un truc très vrai. Mais par contre, il précise qu'en fait, il s'est coincé le pénis en bas et les couilles en haut. Il s'est dit qu'il... Ce qui est anatomiquement impossible. Le beau-père dit, mais comment t'as fait pour que ça fasse comme ça? En fait, et ça, pour moi, c'est un mécanisme de comédie qui est de jouer sur l'imagination. Et justement, exactement ce truc d'inversion, ce truc impossible, ça fait vriller le cerveau parce que ça te met dans un truc impossible. Et en fait, tu peux tout faire. Comme tu le montres pas, en fait, ça aurait été raté de montrer quelque chose. Ça aurait été vraiment marrant. Justement, il y a un running gag de... En fait, ils sont deux à avoir vu. Et en fait, à la fenêtre, il y a un flic qui débarque et qui dit « Mais j'ai entendu gueuler, qu'est-ce qui se passe ?» Et il regarde le truc et se met à hurler aussi. Et après, il y a un pompier qui arrive. Et là, on a le plan sur la braguette et le truc, en fait. Ah bon? Alors, je me rappelais pas du tout de ce plan. Ben moi non plus, je me rappelais pas. Et c'est vraiment ignoble, en fait. Tu vois vraiment, ils ont fait l'accessoiriste a fait un travail de dingue. Et en fait, c'est encore plus marrant. T'es au stade de la scène où tu te dis, on va pas le voir. Et en fait, au moment où tu t'attends le moins, tu finis par voir le truc et là, t'es super surpris. Ok, mais il était pas
Il y avait de la censure sur ce film Il me semble qu'il y a eu, pour certaines versions, ça a été censuré, et notamment peut-être ce plan-là. Et après, il y a donc, en fait, tu vois quoi? Tu vois une braguette fermée avec des sortes de petits bouts de peau qui dépassent? Ouais, avec trois endroits où il y a de la peau qui dépasse. Ouais. Ah oui, ok. je visualise un peu. Mais ça, c'est un peu impossible. C'est impossible. Non, c'est sûr que c'est impossible. T'as essayé? Alors, pour préparer ce podcast. Mais j'avoue que ça m'avait marqué quand même à l'époque. Et il y a quand même un peu une sorte de terreur que ça arrive. Normalement, vous avez, je sais pas, un caleçon, un slip kangourou, un truc qui fait intermédiaire. Ouais, c'est ça. Mais là, en fait, il a vraiment paniqué, donc en fait, il a pas eu le temps de. Il a fait n'importe quoi. Ouais. Donc voilà, mes aventures continuent pour Ted. Il est emmené à l'hôpital. Et là, il y a toute la ville qui est là pour regarder le spectacle. Et il y a un petit détail dont moi je me souviens, c'est là, t'as juste dit qu'il avait un costume, mais son costume, il est vraiment. Oui, c'est un costume vraiment ringard, quoi. De mec qui porte jamais de costume et qui a pris le premier. Avec une sorte de chemise avec des froufrous, un costume gris vraiment moche. Et tout le prologue du film est dans une ambiance un peu à la fois idyllique sur le début et à la fois un peu artificielle, quoi. Il y a un truc qui coupe avec la suite du film, je trouve. Ouais, mais là, pour l'instant, là où on en est dans le film, ça justifie un peu pourquoi j'ai jamais vu ce film avant. Pas les blagues de braguette, ça, non. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais un truc moi, quand je vois ça, j'ai trop de peine pour le personnage. En fait, je me dis, mais il lui arrive rien de bien. C'est horrible. Et ce gimmick un peu du loser à qui il arrive que des merdes. Pendant longtemps, j'arrivais pas à en rire parce que j'ai trop d'empathie pour le personnage et j'étais là, j'en mais laissez-le tranquille. Ouais, alors t'as bien fait parce que ce pauvre Ted, il est pas au bout de ses... Je me doute. Mais c'est vrai que les films des Farrelly, c'est à la fois, donc c'est toujours hyper graveleux et ils vont toujours pousser le gag au max. Et en même temps, il y a vraiment beaucoup d'empathie pour leur personnage, quoi. Enfin, et notamment, je me rappelais plus bien du personnage du frère, mais le fait d'aller chercher des personnages qui sont soit à la marge, soit qui ont un handicap ou qui ont des choses comme ça, enfin qui ont des particularités, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous leurs films et qui est important pour eux. Ouais. En fait, ils ont beaucoup de. Enfin, en fait, ça paraît, souvent quand on raconte leur film, ça paraît étrange, mais il y a vraiment beaucoup de sensibilité dans leur cinéma. Oui. Après, moi, je l'ai découvert plus tard. Du coup, moi, je savais pas que Marie à tout prix c'était un de leurs films, mais je l'ai découvert plus tard. Mais oui, maintenant, j'adore ce style-là. Mais quand j'étais plus jeune, c'était moins. Premier abord, je comprends, c'est pas très engageant. Et donc, comme tu disais, David, c'était un prologue cette scène, puisque on retrouve Ted 13 ans plus tard. Dans un cabinet de psy. Et il est en train de raconter cette histoire. Tu m'étonnes. Et son psy, en fait, il est pas là. Il était en train de... En fait, comme il est dos au psy, son psy, il est en train de revenir à la fin de l'histoire. Il était en train de prendre une petite pause. Et pendant ce temps, Ted, il raconte que toute cette histoire est arrivée 2 jours avant la fin de l'année scolaire. Et en fait, après ça, le père de Marie a été muté. Donc, elle est partie. Et il n'a jamais eu l'occasion de la revoir. Et il dit que 13 ans après, il doit toujours avoir une sorte de blocage parce qu'il a encore pensé à elle la semaine dernière, pendant qu'il était en voiture. Et il s'est mis à faire une crise d'angoisse. Il a étouffé. Il a dû s'arrêter sur une aire de repos. Qu'est-ce que vous diriez à Ted si vous étiez son psy ou un pote qui vous raconte ça? Déjà, si on est son psy, on n'a pas entendu l'histoire. Mais moi, je veux bien la solution parce que moi aussi, des fois, je me réveille la nuit en repensant à la fois où j'ai appelé la maîtresse maman au collège. Enfin, moi aussi, je fais des crises d'angoisse de trucs où tu te dis, bon, bah, ça va, maintenant, j'ai 35 ans, laissez-moi tranquille, mais non, je sais pas, je veux bien la solution. Mais c'est vrai que sur le sujet d'une personne du passé à laquelle on pense beaucoup, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de la revoir, quoi. Mais en fait, ce que tu vas fabriquer dans ton imagination n'a rien à voir avec la réalité. Donc, en fait, revoir quelqu'un sur qui t'as... décevant, ouais. Bah, décevant, mais en fait, ça va te libérer, quoi, parce que, en fait, typiquement sur une histoire d'amour fantasmée qui n'a pas eu lieu, bah, en fait, tant que ça reste de l'ordre de l'imagination, ça paraît incroyable et tout, et en fait, ça se trouve, tu prends un café avec la personne et tu dis, on n'a rien à faire ensemble. Ah oui, bah, ça arrive très souvent. Ouais. En plus, avec Marie, il a rien vécu, quoi. Enfin, ça n'a même pas été sa copine ni rien, quoi. Il n'y a pas eu de rupture ni quoi que ce soit. Mais il n'y avait pas Facebook à l'époque pour retrouver la personne facilement. C'est vrai. Bah justement, ça va être une question. On va y venir. En attendant, son psy, lui, il répond vraiment à côté de la plaque. En fait, lui, il est bloqué sur le fait qu'il s'est arrêté sur une aire de repos.
Et il dit mais attendez, les aires de repos, c'est des repères à homosexuels. Et il dit bon, ok, va falloir approfondir ça la semaine prochaine. Là, c'est la fin de la séance. Donc clairement, son psy va lui être d'aucune aide. Donc il va voir son meilleur pote Dom. Il est avec son meilleur pote dans le jardin. Il voit les 2 enfants de Dom qui jouent derrière. Il habite avec sa femme, ses enfants, ils ont un chien. Ils ont l'air vraiment très heureux. Et Ted lui dit qu'il les envie. Il aimerait bien être en couple. Et Dom là lui demande s'il a déjà connu le grand amour. Et Ted, évidemment, répond Marie. Donc pour lui, c'est quand même le grand amour, alors qu'il s'est passé très peu de choses. En vrai, c'est un peu problématique, ça, parce que, fantasmer une relation, il y a un nom, ça s'appelle de la limérance. C'est quand on fantasme une relation, mais du coup, il fantasme aussi la personnalité de cette fille, puisqu'il ne la connaît pas. Ouais. Ils ont eu une discussion, parler de football. Enfin, exactement. C'est pas ça qui constitue une personne. C'est là où ce serait bien que son psy soit compétent et pas homophobe. Donc il s'en remet à son pote pour lui demander conseil finalement, parce que, en fait, c'est surtout que Dom, il en a marre qu'il parle tout le temps de Marie, parce que visiblement c'est pas la première fois qu'il en parle. Et comme tu suggérais, David, il lui demande pourquoi il essaie pas de la contacter, tout simplement. Et Ted dit qu'il a essayé, mais il a jamais réussi à trouver ses coordonnées. Il l'a pas retrouvé, quoi. Et il y avait pas Facebook à l'époque, donc compliqué. C'est je pense, le truc qu'on a tous fait en premier quand les réseaux sociaux sont arrivés. Moi, j'ai cherché les gens avec qui j'étais au collège, en primaire, pour voir quelle tête ils ont maintenant. Et t'as retrouvé des gens, t'as recontacté des gens ou pas ? Ouais, mais enfin, oui, mais c'était plus pour les stalker de loin. J'avais pas spécialement envie de reprendre contact. Je voulais juste voir si leur vie était plus nulle que la mienne. Enfin, c'est pas le même move que Ted. J'ai pas dit que j'étais quelqu'un de très sain et équilibré. Il y a pas de honte. On accueille toutes les paroles ici. Et toi, David, oui, chercher des gens. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de reprendre contact. D'ailleurs, il y a une histoire de prépuce. Oula. Parce que non, mais avec un ami d'enfance du collège, et on s'est vraiment parlé genre une fois sur Facebook. Là, je te parle d'un truc, c'était il y a 15 ans. Je l'avais pas vu depuis 10 ans. Et juste en quelques messages, et il m'explique qu'il s'était converti à l'islam et qu'il s'était du coup fait circoncire. Ah, ok, d'accord. Mais en tant qu'adulte. Genre au bout du 3e message. Non, mais très vite c'est arrivé. Et on s'est plus reparlé depuis. Mais c'était vraiment un très bon pote du collège que j'avais perdu de vue. Mais pas d'amour de jeunesse, pas de. Amour de jeunesse. J'ai repris des sortes de contacts, mais plus par des groupes d'amis ou des trucs comme ça. Et effectivement, il y a le truc de ça n'a plus aucun sens. Enfin, oui, c'est avec le temps. Il y a prescription au bout de 13 ans là, quand même. En fait, c'est le what if, quoi. C'est le regret de on aurait pu avoir cette histoire. Et effectivement, souvent, presque moins il s'est passé de choses entre les gens, plus ils vont fantasmer ce qui leur aurait pu se passer, quoi. Ouais, et peut-être que le truc du zip, c'est un traumatisme qui est pas forcément lié à Marie, et en fait, il veut exorciser ce traumatisme en retrouvant la personne qui était là. Ça a cristallisé dans sa chair. Mais c'est sûr. Mais parce que des fois, quand on a vécu des trucs un peu honteux dans notre jeunesse ou quoi, on y repense souvent, et alors qu'en fait, les gens qui étaient présents, des fois, s'en souviennent même plus. Enfin, c'est juste nous, on s'en souvient. Là, par contre, il y a des grandes chances que tout le monde s'en souvienne. C'est clair. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir justement un truc que vous n'avez pas suivi ? Enfin, il y avait une opportunité potentiellement amoureuse et vous n'avez pas suivi et vous y repensez des années après. Pas rentrer trop dans les détails, mais ouais, moi, une de mes premières histoires où, bon, pour le coup, il s'est passé quelque chose. C'était une histoire, mais quand ça s'est fini, j'étais en mode non, mais en fait, c'est sûr que c'est l'homme de ma vie. C'est juste qu'on s'est rencontrés au mauvais moment. En fait, on n'était pas assez matures. Et en fait, le temps passe et je pense qu'on a dû se revoir, je sais pas, 10 ans plus tard. Et on va boire un café, et puis là, tu te dis, en fait, non, enfin, ça matche pas. Mais en fait, on idéalise les gens, alors qu'en vrai, il y a rien de mieux pour connaître quelqu'un que de le voir au quotidien et de voir ses défauts. Et c'est d'ailleurs, pour moi, c'est ça qui fait qu'on aime quelqu'un, c'est qu'on l'aime avec ses défauts. Et quand c'est quelqu'un avec qui on n'a pas eu de relation et qu'on idéalise, on lui met pas de défaut en général. Là, dans le cas de Ted, vraiment, il a vu que la face émergée de Marie. Bon, après, c'est Cameron Diaz, par ailleurs. C'est Cameron Diaz. Oui, en fait, elle va pas avoir beaucoup changé. Je vous spoil. En tout cas, Dom lui dit qu'il a peut-être une solution à son problème. Et sa solution, c'est un pote à lui qui s'appelle Healy. Il est enquêteur pour les assurances.
Et donc, il pourrait l'aider à retrouver Marie avec ses méthodes. Il précise, il est un peu givré, mais il fait le taf. Très bien. On se retrouve dans le bureau de Haley, qui est joué par Matt Dillon, qui est le beau gosse des années 80, voilà, qui a joué chez Coppola. J'ai pas trop... Je comprends, mais c'est pas mon délire. C'est un type assez particulier. Ouais. Il y a quand même le côté un peu mâchoire carrée. Il y a un truc... masculinité des années 90. Ouais. Et en plus, là, il s'est vraiment pas arrangé. Il s'est mis une petite moustache fine. Et en fait, c'est Matt Dillon qui a... Alors ça peut me plaire, par contre. En fait, Matt Dillon, il a fait plein de tests pour trouver la finesse de moustache la plus ridicule possible. Donc, il a vraiment une tête de con, quoi. Et c'était la première fois que Matt Dillon jouait dans une comédie. Et il est fabuleux dans ce film. Mais il en a pas fait tant, non, des comédies pas tant après non plus. Donc, c'est un one-shot qui a bien marché. Donc, Ted raconte son histoire à Ellie. Et lui, il croit pas à cette histoire d'amour de lycée. Il lui dit, il trouve que c'est suspect, ce truc. Il commence à l'interroger, lui demande s'il l'a mise enceinte, si elle lui fait du chantage, s'il veut sa mort et tout. Donc Ted, il commence à flipper, il finit par se barrer. Et Hilly le retient et lui dit que bon, il va quand même enquêter sur elle, mais que si elle finit assassinée, il le balance. Donc il est un peu bizarre comme gars quand même. On retrouve Hilly à Miami, peu de temps après. Il a retrouvé la trace de Marie. Rappelons que Ted habite dans le Rhode Island, donc qui est plus au nord. Rhode Island, c'est une île, du coup. Ouais, c'est pas une île. À Rhode Island, non? C'est un État, le Rhode Island. Okay. Bon, je sais pas comment dire. Bon, bref, Hilly a retrouvé la trace de Marie et il est en voiture. Il est garé devant une super grande baraque au bord de la mer. Il a un micro directionnel pour entendre tout ce qui se passe. Et à une des fenêtres, on voit Marie. Donc Marie, elle ressemble toujours à la Marie qu'on connaît. Hilly récapitule les infos qu'il a pu réunir sur Marie. Pas de mari, pas d'enfant, pas de labrador. Mais alors déjà, ça peut être suspect quand tu ressembles à Cameron Diaz et que tu es célib. C'est potentiellement qu'il y a un hic quelque part. Ouais. Ce serait ça ta phrase d'accroche. Genre, mais comment tu peux être célibataire? Non, en plus de toute façon, ça veut rien dire. Mais oui, non, mais en ça... tout cas, on peut se poser la question de pourquoi. Ouais. Effectivement, et tu mets Après, le doigt sur quelque chose. Elle n'est pas si âgée que ça. Elle devait avoir 15 ans, 15 plus 13, elle doit avoir 27, 28 ans. Ils sont jeunes. Parce que même lui, quand il dit Ben Stiller, quand il dit, il voit son pote avec des enfants qui dit j'aimerais bien avoir la même chose que ça. En fait, il est quand même assez jeune en vrai. Ouais. Oui, et son pote est jeune aussi. Donc, Bon, après, à cette époque-là, dans les années 90, les gens ils se mariaient, ils avaient des enfants. Dans le Rhode Island. On se marie très jeune. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ok. Donc elle est célib, donc il y a moyen. Elle est célib et elle habite avec quelqu'un. Ou en tout cas, il y a quelqu'un chez elle. C'est une vieille dame qui est sur la terrasse. Là, elle est en train de prendre le soleil avec un petit chien. Elle a un look vraiment très particulier. Elle a une sorte de perruque blond platine et elle a la peau orange. Elle a sûrement abusé d'autobronzant. Ce personnage, c'est Magda. On va la revoir. En fait, c'est une voisine de Marie qui habite seule, donc elle lui rend visite très régulièrement. Elle habite quasiment chez elle et c'est un peu sa confidente. Et là, Magda, elle est en train d'écouter les conversations des voisins avec plein de talkie-walkie. Elle est un peu parano, donc elle veut savoir qui habite autour d'elle. J'aime bien ce genre de personnage. Elle est très bien, ce personnage. Ouais. Et son chien est très cool aussi. On va le revoir. Il s'appelle Poufy, d'ailleurs, je vous le dis dès maintenant. Magda et Poufy. Donc, présentation de ces personnages-là. Puis, on suit la journée de Marie, qui est toujours suivie par Haley en voiture. Donc, on la voit, donc elle fait du golf, elle est au terrain d'entraînement de golf, qui est un super terrain au bord de la mer, avec les trous au-delà, enfin, les trous sont sur des petits îlots sur l'eau, c'est super cool. Ensuite, on la voit... Sauf pour les gens qui ramassent les balles, mais... Ouais, en fait, c'est un vrai golf qui existe, et en fait, les balles, elles flottent, et donc elles convergent vers un endroit. Ah, je me suis renseigné. Ça t'a interpellé, cette histoire. Ouais. On la voit ensuite au fast-food, et elle en ressort avec une dizaine de sacs de bouffe. Et en fait, elle va faire une distribution de nourriture sur la plage avec des personnes handicapées. Et parmi eux, il y a Warren, son frère. Donc, elle continue de fréquenter Warren très régulièrement. J'espère bien. Enfin, c'est son frère. Oui, après, il pourrait habiter dans un autre état et tout. Mais c'est vrai, oui. Toujours très proche de son frère. Un peu plus tard. Mais donc, elle est parfaite, quoi. Genre, ouais. Clairement, Marie, elle est parfaite du début à la fin du film. Il n'y aura aucune ombre au tableau. Hein. Je vous le dis tout de suite. Un peu plus tard, on la retrouve en train de dîner avec 3 potes meufs. Hilly est assis à une table un peu plus loin.
Il la suit toujours. Et les 4 filles parlent de mecs, et notamment du genre de gars qu'elles recherchent. L'homme idéal. Et Marie, elle dit qu'elle veut quelqu'un pour jouer au golf, l'emmener avec Warren voir des matchs de baseball, manger des hot dogs et boire de la bière. C'est vraiment le fantasme masculin. Ouais. Mais c'est un personnage féminin qui a été écrit par des hommes. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, en fait, je comprends qu'elle ressemble à ça dans ce film, puisqu'elle est censée être un fantasme. Et je pense même, il y a même un niveau de conscience des Farrelly sur le fait que c'est caricatural, quoi. Enfin, c'est pas... c'est sûr, ouais. Ils font exprès de vraiment pousser très fort le trait parce que c'est marrant, en fait, d'abuser à ce point-là. Et d'ailleurs, ses copines la vannent en disant que ses aspirations sont vraiment super basses. Donc ouais, elle cherche un mec qui aime la bière et le baseball. Et donc elle précise un peu, elle dit, bon, ce serait cool un mec qui travaille à son compte, quelqu'un de libre dans son travail, genre un architecte par exemple. Et elle dit aussi qu'elle aimerait un mec qui aime les voyages, et notamment qui accepterait de partir avec elle au Népal, qui est sa destination de rêve. Et donc on a Hilly un peu plus loin qui écoute attentivement la conversation. Et il se dit, mais c'est Wham, enfin, le détective. Ouais, il acquiesce de la tête. Moi, je suis indépendant, je voyage. J'adore le Népal. En tout cas, il prend des notes. La conversation continue. Les copines de Marie ne comprennent pas pourquoi elle a largué Brett, qui est son dernier copain en date. Et apparemment, il y a eu un problème avec Brett. Elle raconte que Brett s'est confié à un de ses amis en lui disant que Warren prenait trop de place dans sa vie. Et que s'il n'y avait pas Warren, il y a longtemps qu'il lui aurait proposé de l'épouser. Donc quand elle a appris ça, Marie a largué Brett du jour au lendemain. Elle ne veut plus en entendre parler. Cut, on est de retour à Rhode Island. Hilly a rendez-vous avec Ted pour lui donner les conclusions de son enquête. Et donc il lui raconte que Marie a beaucoup changé. Il dit qu'elle a pris énormément de poids, elle fait 110 kilos et elle est en fauteuil roulant. Ted lui demande sa situation familiale. Hilly lui dit qu'elle a 4 enfants de 3 pères différents. Mais... bonne nouvelle. Il aurait pu dire 4 enfants de 4 pères différents. Il charge le dossier, en fait. Mais bonne nouvelle, elle a pas d'alliance. Donc, elle est libre. Ouais. Donc, trop cool. Et il dit, je peux te donner l'adresse de son HLM. Vas-y. Ça existe, les HLM? Ouais, enfin, oui, le logement social, ouais. Et, Ted, il dit, il est moins chaud d'un coup. Alors ça, c'est un peu de la grossophobie et c'est un peu de... Ouais, mais voilà, c'est... Du validisme. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas là, dis donc. Pas cool, Ted, pas cool. Parce que Cameron Diaz, même en surpoids et en fauteuil roulant, en vrai, ça reste Cameron Diaz, quoi. Ouais, après, il a vraiment chargé le dossier, quoi. Ouais. Mais ça veut dire que si le détective dit tout ça, c'est que lui, il a son propre plan derrière la tête. Ah non, mais oui. Déjà, il a entendu la description de l'homme idéal, donc du coup, lui... il sait tout de ce que souhaite Marie comme gars. Bah ouais. Et puis, il a l'air un peu fourbe. Il a une petite moustache. Donc peut-être qu'on va... toujours se méfier des petites moustaches. On va peut-être continuer à suivre Ellie plus tard et ses aventures, mais en attendant, on est avec Ted, qui est en train de déprimer dans sa chambre, en regardant la photo de Marie, jeune. Donc, je sais pas pourquoi il a sa photo, mais en tout cas... C'est hyper creepy. Parce que surtout que, du coup, elle a quel âge? C'est une photo d'elle quand elle a 15 ans. C'est peut-être la photo du trombinoscope du collège. Ouais, c'est bizarre. Il est en bad. Et là, on a un travelling qui traverse la fenêtre et on se retrouve dans la rue avec Jonathan Richman, le chanteur à la guitare qu'on a vu dans le générique. Et qui chante une nouvelle chanson qui commente un peu la situation. Donc, c'est une chanson mélancolique, évidemment. Puisque... ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, j'aime beaucoup ce trope-là du chanteur qui est dans la scène et qui est à la fois extra-diégétique et il y a ça intra-diégétique. Chez Wes Anderson, notamment, je crois. Ouais, mais moi, j'aime bien. C'est assez cool, ouais. Il va revenir régulièrement pour commenter l'action, pour faire la narration, disons. On se retrouve le lendemain. On est de retour dans le bureau de Hilly et il est en train de déménager. Là, on voit Ted débarquer et Hilly lui raconte qu'il part à Miami. Il va ouvrir un resto. Et Ted lui dit qu'il a réfléchi et il veut quand même l'adresse de Marie. En fait, il est bon gars, pas si grossophobe que ça. Il veut savoir. Il veut reprendre contact avec Marie. Et là, Ellie, il est un peu embêté. Il lui dit non, mais elle habite plus à l'adresse que j'ai. Elle est au Japon. Ted, il comprend pas. Il dit elle est au Japon. Elle est en voyage pour un mariage arrangé, en fait. Et Ted, il dit mais non, mais elle était célibataire hier. Et il dit non, mais laisse tomber, c'est trop tard. Donc voilà, Ted n'aura pas plus d'infos que ça de la part de Hilly. On retrouve Hilly à Miami, au terrain d'entraînement de golf. Marie tape des balles juste à côté de lui. Plutôt, c'est l'inverse. C'est Marie qui tape des balles et il arrive, il débarque à côté.
Qu'est-ce que vous feriez pour aborder Marie à la place de Hilly? Ce serait quoi votre pick-up line? Mademoiselle, vous êtes charmante. Vous aimeriez pas le Népal par hasard? Voilà. Non, je sais pas. Vous attaqueriez direct avec le Népal? Non, peut-être faut temporiser un peu sur le Népal. Non, mais disons qu'il a plein de cartes en main, donc il peut jouer sur n'importe quelle info qu'il a. Alors, vous auriez pas un frère handicapé qui prendra beaucoup de place dans votre vie? Parce que moi, j'adorerais avoir... Faut pas qu'il éveille les soupçons sur le fait qu'il sait déjà toute sa vie. Bah, bien sûr. Non, il démarre avec un truc simple. Il dit j'ai pas joué au golf depuis longtemps. J'aurais besoin de conseils. Non. Est-ce qu'elle, du coup, elle se met derrière lui et elle non, alors. Ce serait hyper drôle. Elle fait pas ça. Elle dit j'ai un conseil. Ne parlez jamais à quelqu'un qui est en train de préparer un swing. Elle le rembarre. Elle le rembarre. Bon, il tente un autre truc. Il lui dit vous voulez pas boire un verre? Et elle dit non. Donc voilà, c'est bloqué. En même temps, moi, j'aime pas forcément qu'on m'aborde, mais encore moins quand je joue au golf. Ouais, ça m'arrive jamais. Faire son truc tranquillement. Non, mais oui. Je pense que ça lui arrive souvent. Surtout. Sa réponse. Et en plus, faut voir la moustache qu'il a, quoi. Ouais. Elle aime pas les petites moustaches. Mais du coup, je visualise un truc vraiment horrible, donc. C'est affreux. Ouais. En fait, c'est moche, ouais. Il a vraiment l'air d'être un détraqué, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Donc il part pour aller boire son verre tout seul, mais il va tenter un dernier truc. Il se retourne et il demande à Marie vous n'auriez pas de la monnaie? Moi, j'ai que des pièces népalaises sur moi. Oh, donc, il drop quand même le Népal. Et là, le visage de Marie s'illumine. Elle lui demande s'il est allé au Népal. Et il dit ouais, j'ai même une maison là-bas. Et donc, il commence à discuter. Ça intéresse Marie quand même. Donc on les retrouve à la fin de leur entraînement et ils marchent ensemble vers le parking. Donc ils ont commencé à discuter. Et là, Hilly ouvre la portière de sa voiture et il fait malencontreusement tomber plein de plans d'architecte. Et donc Marie lui demande s'il est architecte. Il dit ouais, c'est mon métier, mais je fais ça juste pour gagner ma vie. Ma passion, c'est pas ça. Et à votre avis, c'est quoi sa passion? M'occuper des enfants handicapés. Exactement. Sauf qu'il est super con. Il n'utilise pas le bon mot. Voilà. Il dit « I work with retards », non. ce qui veut dire en gros « je travaille avec des débiles ». Et donc elle trouve ça cool, mais elle dit « bon, le terme est politiquement incorrect, quoi ». Et il dit « non, mais personne ne peut me dire ce que je peux faire et pas faire ». J'ai du mal à comprendre où il va avec ce plan-là, parce que, ok, ça va peut-être lui permettre de choper Marie, mais après, ça veut dire que potentiellement, si il rentre dans une relation, il s'enfonce dans un mensonge horrible. Enfin, parce qu'il est pas architecte, il travaille pas avec des handicapés. Enfin, il est jamais allé au Népal. Ouais. Enfin, c'est beaucoup de pression. Il peut inventer au fur et à mesure, mais c'est sûr que c'est jamais une bonne idée de baser une relation sur un mensonge. Mais moi, à chaque fois que je vois des films où des gens s'enfoncent dans des mensonges comme ça, moi, ça m'angoisse. Genre, je me dis, mais waouh, c'est horrible. Je pense que là, il pense court terme. Ouais, je pense. Ouais. Après. Oui, mais alors du coup, c'est quand même beaucoup d'investissement juste pour pécho Cameron Diaz, quoi. Enfin, lui, il est ok pour investir. C'est vrai qu'il a déménagé à Miami. Ouais, c'est clair. Oui, en fait, elle l'a rendu cinglé, en fait. Ouais. Pendant ce temps, Ted est en train de déménager une grosse armoire. Parce qu'en fait, son patron lui a demandé d'aider son frère à déménager. Donc, comme il est sympa et c'est son patron, il a accepté de rendre service. Donc au passage, on apprend que Ted bosse dans un journal. Et donc Ted déplace une énorme armoire sur son dos tout seul. Et le frère du patron, il l'insulte en plus parce qu'il va pas assez vite. Et on a un cut et il se retrouve chez le kiné parce qu'il s'est fait mal au dos. Et apparemment, le kiné est un ami à lui. Et Ted en vient à lui parler de Marie. Et lui demander s'il se souvient d'elle. Et le kiné lui dit que oui, d'ailleurs, il l'a rencontrée il y a pas longtemps à Las Vegas pour une convention professionnelle. Ted comprend pas. Le kiné lui dit que Marie est devenue chirurgienne orthopédique et il précise surtout qu'elle est toujours canon. Il dit « she's a fox » en anglais. Et donc Ted va voir Dom pour lui dire que Marie n'est pas au Japon et n'a pas d'enfant. Hilly lui a menti et donc il annonce qu'il a décidé de partir à Miami pour la retrouver. Tout se met en place. Chirurgienne orthopédique. En général, quand on fait des personnages qui sont ultra belles comme ça, ils essayent quand même de moduler un peu, enfin, soit elle a un métier pas ouf, soit elle est un peu conne, et là non, elle a vraiment she's a fox. She's a fox. Elle est belle, elle est sympa. Tant mieux parce que moi du coup j'avais vraiment l'image, encore une fois je ne connaissais qu'une seule scène de ce à film, cause de cette scène-là. et je me disais ça va être une caricature de blonde débile. Pas du tout. Et voilà, non. je suis agréablement surprise. Elle est brillante.
Elle aime le baseball et la bière. Ouais. Et she's a fox. On se retrouve à Miami à nouveau. Et Marie se prépare pour sortir avec Healy, qu'elle appelle par son prénom. C'est Pat, en fait. Il s'appelle Pat Healy. Donc on va l'appeler Pat à partir de maintenant. C'est plus sympa. Magda est dans le salon. Elle est en train de peigner son chien, Poufy. Et Marie lui parle de Pat. Elle lui dit, bon, il a l'air un peu beauf, il est un peu bizarre, mais on a plein de choses en commun. Mm-hmm. Magda dit à Marie qu'elle a un moyen très, très facile de savoir si Pat est un mec bien. Il suffit d'observer la réaction de Poufy. Si Poufy grogne, c'est que c'est un loser. Par contre, si le mec plaît à Poufy, c'est qu'elle est tombée sur une perle. Pendant ce temps, Pat écoute tout ce qui se dit avec toujours son micro directionnel depuis la voiture. Et donc on voit Pat hocher la tête en écoutant ça. On a un cut, on a une séquence où Pat s'introduit dans la maison discrètement et fait prendre un médicament à Poufy. Cut, on est chez Marie dans le salon et Pat est arrivé. Il est assis sur le canapé et il tient Poufy dans ses bras. Il est en train de le caresser et Poufy est super détendu. Il n'a jamais été comme ça, Poufy, donc Magda et Marie sont impressionnés. Et donc Pat leur dit qu'au Népal, on l'appelle le Kintanti, qui veut dire l'homme vénérable que les animaux adorent et qui adore les animaux aussi. Donc Magda lui demande ce qu'il veut boire, il demande une bière. Et donc elle va chercher sa bière et demande à Magda de l'accompagner à la cuisine en lui faisant un clin d'œil, donc probablement pour débriefer. Et pendant ce temps, Pat continue à caresser Poufy, mais il y a un truc bizarre. En fait, Poufy réagit plus du tout, quoi. Oh non. Il est complètement amorphe. Oh non. Il essaie de le secouer, mais Poufy se réveille pas. Il respire plus. C'est la panique. Et donc, on a un montage alterné avec Marie et Magda qui préparent l'apéro dans la cuisine et Pat qui essaie de ranimer Poufy. Donc, il lui fait un massage cardiaque, il lui fait du bouche à bouche. Il finit par arracher le câble d'une des lampes du salon pour lui faire des électrochocs et ça marche toujours pas. Et pire que ça, Poufy prend feu avec le câble. Et donc, il récupère un vase, il balance toute l'eau sur Poufy. Et là, Poufy se réveille. Et donc, c'est une scène géniale parce qu'en plus, le Poufy, c'est clairement une espèce de marionnette et ça se voit très bien que c'est pas un chien. J'espère bien qu'ils n'ont pas fait ça un vrai chien. C'est le sorte de petit ragondin en plus, il est vraiment. Il est très j'imagine, je trouve que c'est pas du tout ça, mais j'imagine, cette espèce de petit chien tout. De chien de vieille, quoi. Ouais. Donc, quand même, Poufy se réveille. Et à ce moment-là, Marie et Magda reviennent et elles sont abasourdies par ce qu'elles voient. En fait, Pat a emmitouflé Poufy dans une serviette et c'est trop mignon. En fait, Pat dit il avait un peu froid et donc il gagne encore plus des points. Mais il n'y a pas genre du bordel Non, tout rangé. Ah oui, c'est la licence burlesque du film. En fait, elle voit pas le bordel, elle voit juste la scène super mignonne. Donc, cut, Marie et Pat sont en date et ils se baladent dans la rue le soir. Et ils sont en chemin pour aller au resto. Mais Marie a préparé à Pat une petite surprise. Elle l'emmène au musée. Elle dit qu'il y a une expo d'architecture. Donc, les ennuis vont commencer. Pat lui dit non, mais là, vraiment, j'ai super faim. Je crois que je vais m'évanouir. Mais Marie insiste. Et en plus, elle veut lui présenter son ami Tucker, qui est architecte. Donc, il ne peut pas fuir. Ils entrent au musée. Et Marie commence à poser des questions à Pat sur l'architecture. Elle lui dit ça, c'est de l'art déco ou de l'art nouveau c'est quoi la différence entre un vestibule et un portique et tout. Et lui, il invente des trucs, des conneries. Il se débrouille comme il peut. Et ils finissent par rencontrer Tucker, l'ami de Marie, donc l'architecte. Donc Tucker, il se déplace avec deux béquilles. Donc il est handicapé aussi. Et donc elle lui présente Pat en disant qu'ils sont tous les deux architectes, donc ils vont bien s'entendre. Et Tucker, tout de suite, il suspecte le coup fourré avec Pat. Donc il lui pose plein de questions. Il lui demande où il travaille, où il a étudié, avec quel prof. Il demande quels immeubles il a conçus. Et donc Pat, il dit j'ai fait Harvard. Il invente un nom de prof. Il dit qu'il a construit des trucs à Santiago au Chili. Ça tombe bien, Tucker, il est allé 2 fois l'année dernière à Santiago. Il demande quels immeubles t'as construit. Et donc il invente des noms. Il parle en espagnol et tout. Alors, encore une fois, c'est une angoisse pour moi. Les gens qui s'enfoncent dans des mensonges, c'est l'angoisse. Il s'en sort quand même pas mal. Il est fort à ça. Je pense que c'est pas la première fois qu'il raconte des conneries. Mais moi, je soupçonne que dans ma vie, je mens pas souvent, mais pas parce que je suis fondamentalement une bonne personne, juste parce que j'aurais trop peur de me faire prendre. Ouais, moi pareil, je rougis, Mais quand c'est un méchant entre guillemets, c'est moins angoissant, je trouve, qu'il fasse ça. Oui, t'as envie en fait qu'il se retrouve dans la sauce. Ouais. Pendant ce temps-là, Ted est sur la route de nuit et il roule vers Miami. Donc c'est la route est longue parce qu'il part de loin. Ouais.
Il a pris un autostoppeur qui a un énorme sac rouge sur les genoux qui prend vraiment toute la place. Et Ted commence à discuter avec lui. Donc il dit je roule depuis 15 heures, donc c'est cool d'avoir de la compagnie. Et le mec lui dit que lui aussi, il a attendu 5 heures au bord de la route parce que l'autostop est illégal dans cet état. Et donc le mec raconte un peu sa vie, et notamment il a un projet professionnel. Il a inventé une cassette de fitness qui, selon lui, va révolutionner le marché. Il demande à Ted, est-ce que tu connais la cassette 8 Minutes Abs, vos abdos en 8 minutes? Et ça, apparemment, c'est une cassette super connue, donc Ted connaît. Et il dit, moi j'ai inventé 7 Minute Abs. Donc il s'enflamme, il dit, c'est génial parce que quand tu rentres dans une boutique de fitness, en fait, tu as la cassette 8 minutes et la cassette 7 minutes. Bah, évidemment, tu prends la cassette 7 minutes. Donc, il est trop content. Et là, Ted lui dit un truc qui va pas lui plaire. Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un sort 6 minutes? Ah oui, bah oui, oui, évidemment. Oui, il dit, j'espère pour toi, personne va inventer 6 Minute Abs. Et là, le mec, il commence à avoir des tics un peu nerveux. Il s'énerve, il devient même menaçant, il commence à avoir des propos incohérents, il délire. Enfin, le mec a l'air un peu fou. Il est vraiment flippant. Donc Ted, il décide de prendre l'air un peu sur une aire de repos. Les aires de repos qui sont un repère d'homosexuels d'après le psy. Ouais. Et en fait, visiblement, c'est une réalité parce que il commence à marcher et il fait nuit, donc il voit pas trop où il va. Et il trébuche sur quelque chose. Et là, quelqu'un hurle « il faut attendre son tour ». Et au même moment, il y a une sirène de police, des phares qui s'allument. Et Ted se retrouve en face des phares, à genoux, devant un mec à poil. Et il y a plein de mecs autour de lui en train de se rhabiller en vitesse. Et ils se font tous arrêter par les flics, y compris Ted. Donc c'est une des scènes qui a peut-être un peu vieilli. Bon, je sais pas, il y a un petit mais en vrai, arc. Mais par contre, j'aime bien ce truc qui est très classique dans l'écriture de comédie, mais de un personnage au début du film balance une info random et ça se répercute plus tard. Une espèce de fusil de Tchekhov, mais où tu te dis ah, c'est juste le psy, il a fait une blague homophobe random. Ouais. Et en fait, c'est une réplique qui est marrante en soi, et en fait, t'as le payoff à la fin qui rajoute encore plus un truc. Et le film est très bien écrit. Enfin, tout ce qui est disposé est réutilisé par la suite. Donc voilà, Ted se fait arrêter. Et pendant ce temps, l'autostoppeur se barre de la voiture de Ted et il laisse son super gros sac dans la voiture. Pendant ce temps, Pat et Marie finissent leur soirée dans une petite guinguette sympa. Ils ont fini par aller manger. C'est sympa, ils discutent et ils commencent vraiment à se rapprocher. D'autant que Pat essaie de placer dans la conversation un maximum de trucs qui lui font marquer des points. Ouais, de green flag qu'il a identifié. Pendant ce temps, on retrouve Ted au commissariat et il est dans la merde parce que dans le gros sac rouge de l'autostoppeur, il y avait un cadavre découpé en morceaux. Je m'attendais pas du tout à ça. Et donc, on a une scène d'interrogatoire où il y a un gros quiproquo parce que les flics lui demandent pourquoi il a fait ça. Et ils pensent qu'ils demandent juste pourquoi il a pris un mec en autostop. Parce que, rappelons-le, c'est illégal. Donc, il dit, je sais pas, je m'ennuyais. Donc, il demande si c'était la première fois. Il dit, non, ça m'arrive de temps en temps. Et puis, il parle de manière vraiment détachée. Et eux, ils sont catastrophés par ce qu'il dit. Et donc, il finit par se faire tabasser par les flics. Il se retrouve en prison. On retrouve Marie à son cabinet. Je pense que c'est le lendemain du date avec Pat. Et elle reçoit la visite de Tucker. Pat les écoute depuis l'extérieur. Et Tucker vient informer Marie qu'il s'est renseigné sur Patrick Haley. Il a découvert qu'il n'existe pas d'architecte à ce nom. Ah oui. Et il n'a pas fait Harvard non plus. Donc il la met en garde, il faut qu'elle se méfie de lui. Donc voilà, Marie est inquiète. On retrouve Ted dans une cellule de prison le lendemain matin aussi. La porte s'ouvre. Un agent lui demande de sortir. En fait, l'autostoppeur a été capturé. Il est passé aux aveux, donc Ted est libre. Donc c'était juste un petit contretemps fâcheux, cette histoire sur l'aire de repos. Il est récupéré par son meilleur pote, Dom. Et Dom dit à Ted qu'il a appris un truc au sujet de Pat Healy. Il n'a pas du tout ouvert de resto à Miami et il sort avec Marie. D'ailleurs, Dom, il a le visage couvert de boutons. Voilà, il a fait de l'urticaire. Ted lui demande s'il a un problème. Il dit non, c'est la saison. Donc Ted et Dom se dirigent vers Miami pour aller retrouver Marie. Pendant ce temps, Marie est chez elle avec ses 3 meilleures copines. Il y a aussi Magda qui est là avec Poufy. Et Marie a raconté à ses potes ce que Tucker lui a dit à propos de Pat. Donc il lui a menti, il n'est pas architecte. Et donc elles sont toutes scandalisées, elles lui disent faut le larguer le plus vite possible. Et à ce moment-là, Magda les interrompt et elle leur montre un de ses talkie-walkie. Elle a réussi à capter la fréquence du téléphone de Pat, qui est pas très loin d'ici visiblement. Et il est au téléphone avec un pote, et il dit à son pote qu'il regrette d'avoir menti à Marie. Et en fait, Pat et son pote, ils ont un script dans les mains, et ils sont en train de lire une conversation qui a été écrite avant. Et donc Pat sait qu'il est écouté.
Et donc il dit, je regrette d'avoir menti, mais je pensais que les filles étaient plus attirées par un architecte qu'un mec qui galère depuis 17 ans dans des ONG. Et donc son pote lui parle quand même des canaux d'irrigation qu'il a creusés au Soudan, des enfants qui ont pleuré dans ses bras en Roumanie, des lépreux de Calcutta, etc. Et Pat lui dit, non mais peu importe, j'ai menti, c'est impardonnable. Et il se met à pleurer au téléphone. Malin. Et donc on retrouve Pat un peu plus tard qui sonne à la porte de chez Marie, elle ouvre et lui dit qu'il a quelque chose à lui avouer. Et il a même pas le temps de faire son aveu. Marie lui saute dans les bras et lui roule une énorme pelle. Il a réussi à redresser la situation. Bravo Pat. Ouais, bravo Pat. Donc là, on a une séquence de montage où on voit plusieurs dates de Pat et Marie et ça se passe bien. Pat joue au football avec les handicapés du centre. Il joue aux dames avec Warren. Bon, il triche aux dames et il joue de l'argent avec lui. Et au passage, en fait, je vous ai pas dit, mais Pat, il a entendu que Marie aime bien les gars qui ont les belles dents. Donc, il s'est fait refaire les dents. Et il a un dentier avec des très, très grosses dents. Faut imaginer Matt Dillon avec les dents de The Mask quasiment. Ah ouais. Et il est encore plus ridicule qu'avant. Ce que j'allais dire, ça prend du temps de se faire refaire les dents. Normalement, c'est pas. Mais là, du coup, c'est juste un dentier. Il a peut-être des adresses. Je pense qu'il s'est vraiment refaire les dents. Et en fait, donc il sonne chez Marie, il monte ses dents et elle est pas super contente. Mais bon, c'est sympa. Okay. Petit détail. Enfin, ce petit détail, mais en fait, jusqu'à la fin du film, il va avoir ces dents-là. Ouais, j'imagine. Donc ça a son importance. Et ça impacte son jeu ou pas d'acteur d'avoir... ouais, et en plus, il fait son sourire ultra bite le plus souvent qu'il peut. Je me rappelle pas du tout du détail des dents, c'est marrant. Il a vraiment l'air très, très, très con. Donc, on les retrouve un peu plus tard dans la rue avec Warren. Et donc, en fait, Pat accompagne Marie au travail, au bas de son immeuble, après un déjeuner. Et il embrasse Marie super goulûment. Et Marie a pas l'air de trop aimer ça, en fait. Il prend vraiment ses aises. Enfin, elle se sent pas encore en couple avec Pat, quoi. Et donc Pat les salue et il soulève l'écouteur de Warren pour lui parler dans l'oreille. Et Warren lui envoie une énorme droite dans la gueule. Oui. Ah bah ouais. Les oreilles. Et elle s'excuse, mais elle dit, mais tu peux pas toucher ses oreilles avant qu'il ait pleinement confiance en toi. Bon, Pat dit, c'est rien, bon, c'est pas grave. Et il dit, on se voit ce soir. Donc ils ont encore un date le soir et il s'en va. Et un peu plus loin, il y a Ted et Dom qui sont en train d'observer la scène. Et donc Ted revoit Marie, il l'a pas vue depuis 13 ans. Et il est super ému, voilà, c'est la première fois qu'il la revoit. Et Dom lui dit, bah vas-y, va la voir du coup. Mais il ose pas, il sait pas quoi faire. Et donc Dom finit par gueuler Marie très très fort. Et il se barre. Et il laisse Ted tout seul. Et donc Marie repère Ted au loin. Donc elle vient vers lui, mais elle le reconnaît pas, elle voit pas qui c'est. Et il dit, bah je suis Ted du Rhode Island. Et elle finit par le remettre. Et elle se souvient qu'ils se sont pas vus depuis le jour du bal. Et elle se souvient aussi de ce qui s'est passé. Elle lui dit ça va mieux. Ça va mieux. Comme s'il n'avait pas cicatrisé depuis. Il dit non, mais voilà, j'ai juste été hospitalisé 15 jours. Mais 15 jours. Non, je sais plus. Mais en gros, voilà. Tout, ça va mieux en tout cas. Et là, Warren débarque et il dit spontanément bonjour à Ted. Il se souvient de lui pour le coup. Et Marie est sidérée parce que Warren ne se souvient jamais de personne et encore moins des prénoms. Et Ted dit bah j'en reviens pas de me retrouver devant Marie Jensen. Donc c'est son nom. Et elle dit alors par contre je m'appelle Marie Matthews maintenant. Donc il demande si elle est mariée. Elle dit non, mais j'ai eu des problèmes à la fac. Il y a eu un mec malsain qui m'a poursuivi et j'ai dû porter plainte et j'ai préféré changer de nom. Ouais, donc la pauvre elle poursuivie toute sa vie par des mecs chelous quoi. Elle a vécu des bricoles, des trucs pas cool. Ted lui demande si elle veut boire un verre pour se rappeler le bon vieux temps. Et elle est prise ce soir puisqu'elle a un date avec Pat, mais elle est dispo le lendemain. Donc le rendez-vous est pris. Et là, on a un petit travelling vers un personnage qui est le chanteur à la guitare, Jonathan Richman. Et donc, qui commente l'action et il dit « If you still think he's been silly, you've still got more to see. » Si vous pensez toujours qu'il est bête, attendez la suite. Donc, petit teaser. On est à la moitié du film. C'est le moment où je fais des jeux, en général. Et donc, on va faire un petit jeu. Et donc, j'ai réfléchi à ce personnage de Richman. Donc, qui était pas dans le scénario original des deux gars qui avaient écrit le film au départ. C'est une idée des frères Farrelly, inspirée d'un film qui s'appelle Cat Ballou, qui est un western dans lequel un duo de chanteurs raconte l'histoire du film. Donc, ça m'a donné l'idée d'un jeu. C'est le jeu des narrateurs dans les films. Ouais. Des gens qui racontent une histoire. Et donc, je vais vous citer des répliques dites, non pas par des personnages
ou en tout cas des personnages qui racontent l'histoire. Et voilà, il faut retrouver de quel film il s'agit. J'ai pas compris le fait que c'est pas des personnages. C'est des personnages. En fait, ça peut être un personnage qui est le narrateur de l'histoire, qui raconte. Oui, souvent, comme dans. Mais il y a aussi des personnages, des narrateurs à la troisième personne. Voilà. Oui, d'accord. On démarre par cette voix qui dit « Ceci est l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille. Le garçon, Tom Hansen, du New Jersey, grandit en croyant qu'il ne serait vraiment heureux que le jour où il rencontrerait l'élu. Cette croyance était due à une exposition précoce de la pop musique anglaise mélancolique et une interprétation erronée du film Le Lauréat. » C'est pas genre 500 jours ensemble? Ouais. 500 jours ensemble, bravo. Ceci est l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille, mais d'emblée, il faut que vous sachiez que ce n'est pas une histoire d'amour. Bravo, 500 jours ensemble. Deuxième réplique. Donc là, c'est un personnage de l'histoire. « Depuis toujours, je connaissais son nom. J'en étais encore à des jeux d'enfants que lui jouait déjà de la musique devant les rois et les empereurs, même devant le pape à Rome. Je l'avoue, j'étais jaloux. De ce qu'on racontait sur lui, j'enviais non le petit enfant prodige, mais le c'est père. Mozart. C'est Amadeus. Amadeus. Ouais. Bien joué. C'est le personnage l'autre de Salieri. Salieri. Ouais. Bien joué, David. Adolescent déjà, on a cherché à comprendre. On cherche encore. Virgin Suicide. Ouais, bien joué. C'est un de mes films préférés. Bien joué. C'est fou, je pensais pas quand même. Et pareil, raconté par un personnage de l'histoire a posteriori. Le 3 septembre 1973, à 18h28 et 32 secondes, une mouche bleue de la famille des Calliforidés. Amélie Poulain. Ouais, bien joué. Wow. La voix off de Dussolier et d'Amélie Poulain. T'as fait un peu le tour. Elle fait quoi, la mouche bleue? Ouais, j'ai fait la voix du Dussolier. Elle est capable de produire 14 760 battements d'ailes à la minute et elle se posait rue Saint-Vincent à Montmartre. Ouais. Autre voix. Un jeune homme qui, pour la première fois, goûte à la liberté et possède 20 guinées en poche n'a aucune raison d'être triste. Il prit donc la route de Dublin, songeant moins à la mère attentive qu'il laissait seule derrière lui et à la maison qu'il abandonnait, qu'à toutes les merveilles que l'avenir allait lui apporter. Cette même voix dit plus loin, à peu près au milieu du film, il avait atteint le sommet de la prospérité. Tout seul, il s'était élevé jusqu'aux plus hautes sphères de la société, ayant même obtenu de sa gracieuse majesté la permission d'ajouter à son nom celui de son admirable épouse. C'est pas Barry Lyndon? C'est Barry Lyndon, bien joué. Avec une voix off un petit peu ironique tout le long du film. Ouais. Réplique suivante. On dit de Los Angeles que c'est la cité des anges. Je partage pas vraiment cette opinion, mais même si je reconnais qu'on y trouve des gens très bien. Évidemment, je peux pas dire que je connais Londres et j'ai jamais mis les pieds en France. Et j'ai jamais vu les dessous d'une princesse, comme on dit chez nous. Wow. Ça, j'ai vu ça. J'essaie de faire le ton aussi. Mais je vais vous dire, après avoir vu Los Angeles et entendu l'histoire que je vais vous conter, je peux vous dire que j'ai vu et entendu des choses plus stupéfiantes que ce qu'on peut voir ou entendre dans n'importe quel autre endroit du monde. Et tout ça dans ma propre langue. Cette histoire que je vais vous raconter se déroule au début des années 90, exactement au moment de la guerre contre Saddam et les Irakiens. Je le mentionne parce que de temps en temps, il y a un homme. Je dirais pas un héros, c'est quoi un héros? Mais de temps en temps, il y a un homme qui est exactement à sa place, qui colle parfaitement dans le tableau. Ça me parle, mais... Et pendant que cette voix off parle, il y a un personnage dans un supermarché qui achète du lait. C'est Big Lebowski. Ouais, c'est The Big Lebowski. C'est la voix de Sam Elliott qui parle au début. Je me souvenais plus du tout qu'il y avait mention de... C'est fou comme on occulte des trucs. Ouais, c'est vrai. Et ce personnage-là, en plus, apparaît dans le film. Il est au bar, dans le bowling. En fait, c'est Sam Elliott avec une super moustache aussi. Réplique suivante. Il était féru de chiffres, de calculs et étonnamment avare de mots. Sa montre était encore moins loquace. Chaque jour ouvrable depuis 12 ans, il brossait chacune de ses 32 dents 76 fois, 38 fois de gauche à droite, 38 fois de haut en bas. Chaque jour ouvrable depuis 12 ans, il faisait un demi-Windsor à sa cravate et non un double, gagnant jusqu'à 43 secondes. Ah, est-ce que c'est un Wes Anderson? Non. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui entend la voix off qui raconte sa vie. Ah, c'est Harold Creek. Ouais, Harold Creek. Ouais. C'est avec Will Ferrell. Ah, je vois pas du tout. La voix off est vraiment un personnage du film et la voix off, il finit par la rencontrer. Et c'est assez marrant, ouais. Et un petit dernier. Il doit y avoir un détenu comme moi dans chaque prison d'Amérique. Je suis le type qui peut tout avoir. Des cigarettes, un peu d'herbe si c'est ton truc, une bouteille de cognac pour fêter le diplôme du petit dernier. À peu près tout ce qui n'est pas déraisonnable. Oui, monsieur, je suis un véritable catalogue par correspondance. Alors, quand Andy Dufresne est venu me voir en 1949 et m'a demandé de faire venir Rita Hayworth en prison, je lui ai dit ça c'est Shawshank Redemption. Ouais, c'est les évadés. J'ai failly dire ça, alors je pensais ça juste parce que c'est le seul film de prison que je connais. Ouais, c'est la voix de Morgan Freeman. Rita Hayworth. Okay. D'ailleurs, c'est l'adaptation d'un roman et c'est souvent les adaptations de romans qui ont des voix off comme ça. Ouais. Et je crois que d'ailleurs que la nouvelle de Stephen King dont c'est adapté, il y a Rita Hayworth vraiment dans le titre. Oui. Donc voilà.
Bon, c'est le poster en fait de Rita. Moi j'aime bien, enfin souvent quand on fait des études de cinéma et qu'après on commence à écrire, souvent on nous dit on ne dit pas, on doit montrer. Et donc souvent on dit que les voix off c'est un peu la solution de facilité et que ça peut faire un peu amateur. Et en fait, moi, j'aime bien les voix off justement quand elles sont bien faites, quand elles sont pas là pour justement raconter ce qu'on voit à l'image, mais que justement ça apporte un truc. C'est pour ça que j'aime bien quand dans Amélie Poulain, dans les Wes Anderson. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai art de la voix off qui peut être fait par un personnage justement. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi cette idée cette espèce de troubadour qui chante et qui raconte le truc et tout. Moi, j'aime bien ça. Mais c'est ça, en fait, les voix off, c'est pas en soi une mauvaise pratique. C'est que, en fait, par exemple, dans Barry Lyndon, si t'as pas la voix off, t'as pas toute l'ironie du film. Dans Amélie Poulain, effectivement, si t'as pas le truc de Dussolier ça te met vraiment dans une ambiance très, très particulière. Et il y a aussi des voix off qui te mettent dans une ambiance un peu littéraire qui est utile au film. Mais ça, faut qu'il y ait du style, que ce soit bien écrit. Ouais. C'est vrai que souvent, il y a des voix off qui ne servent pas à grand-chose, qui expliquent ce que tu as déjà vu dans le film, quoi. Enfin, ce que tu es en train de voir. Et je viens de penser à une autre voix off d'un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, Baxter, qui est une histoire racontée par un chien, en fait. Et c'est un chien qui déteste les êtres humains. Donc, tu as la voix off du chien tout le long du film. C'est trop marrant. Donc voilà, c'est la fin de ce jeu, bravo. On fait un petit récap. Donc Ted est tombé amoureux de Marie à l'adolescence. Il s'en est toujours pas remis 13 ans plus tard, alors que finalement, ils n'avaient pas vécu grand-chose ensemble, mais bon, on en pense qu'on en veut. Donc, sur le conseil de son meilleur pote, Dom, il a engagé un enquêteur qui s'appelle Pat. Pat a retrouvé Marie, mais il est lui-même tombé amoureux d'elle. Ted, de son côté, a fini par retrouver Marie aussi et obtenir un rendez-vous avec elle. Donc, on a un rendez-vous avec Pat. Enfin, Marie a rendez-vous avec Pat aujourd'hui, et demain, elle aura rendez-vous avec Ted. On est au domicile de Marie, avec Magda et Poufy. Et Magda dit à Poufy qu'il va falloir acheter des bananes pour Marie. Quoi ? À votre avis, pourquoi ? Bon, ça s'invente pas. En fait, Marie demande pourquoi, et Magda dit qu'à son âge, elle avait un rituel. C'est de manger un gros banana split après l'amour. Donc Marie dit que, en ce qui la concerne, ce sera certainement pas pour ce soir. Parce qu'en fait, avec Pat, elle est pas trop sûre, quoi. Ok. Et elle dit que son instinct fonctionne comme il faut qu'il rase sa moustache d'abord. Elle a pas très envie de le voir finalement, alors qu'elle a rendez-vous ce soir avec lui. Et en plus, elle a rencontré par hasard un ami de lycée qu'elle n'avait pas vu depuis 13 ans, qui est le type le plus gentil du monde. Oh. Et on voit Pat écouter tout ça depuis sa voiture. Et il est vraiment pas ravi par ce qu'il entend. Et en plus, quelqu'un frappe à la porte. C'est Tucker, donc l'ami architecte avec des béquilles de Marie. Il a de nouvelles infos sur Pat. Et donc là, Marie, elle arrête tout de suite. Elle dit, bon, il a tout avoué, je sais, voilà, il n'est pas architecte, il n'y a pas de souci. Mais là, Tucker insiste. Et il a une nouvelle info, vraiment super importante. En fait, Pat est un serial killer. Waouh. Tucker a un ami dans la police de Boston qui lui a faxé le dossier de Pat. Et à 16 ans, il a commis son premier meurtre. Mais c'est marrant parce que ça peut pas être juste un connard. Il faut que ce soit vraiment un mec horrible. Parce que s'il faut qu'on le déteste vraiment. Ouais. Mais il a la gueule de l'emploi, hein, quand même. Ouais. D'ailleurs, Matt Dillon a joué un vrai serial killer quelques années plus tard chez Lars von Trier. Il a plus une tête à jouer que de faire de la comédie, je trouve. Ouais. C'est vrai. Comme quoi, c'est pas incompatible. Ouais. Donc Marie, elle est paniquée. Bon, elle dit à Tucker, je vais annuler le rendez-vous. Donc Tucker repart et Pat décide de suivre Tucker en voiture. Move de serial killer. Ouais. Pendant ce temps, on retrouve Ted qui est à l'hôtel avec Dom. Donc Dom a toujours sa crise d'urticaire, il a encore plus de boutons qu'avant. On est toujours le même soir, mais visiblement, Marie en a profité pour avancer le rendez-vous parce que Ted est en train de se préparer pour le rendez-vous avec Marie. Donc il vérifie ses habits, son haleine, il est un peu nerveux. Et Dom dit à Ted qu'il n'a plus qu'à nettoyer les tuyaux et il sera prêt. Donc Ted comprend pas ce que ça veut dire. Quoi Qu'est-ce que tu racontes ? En fait, ce que ça veut dire, c'est que selon Dom, il faut toujours se masturber avant d'aller à un rendez-vous. Ah. Il dit, mais je comprends pourquoi tu étais nerveux, c'est comme si tu sortais avec un fusil chargé. Et donc, il lui fait toute une démonstration sur le fait que si ce parallèle est magnifique. Ouais, en même temps, je peux comprendre parce que ça retire peut-être, enfin, je sais pas comment ça se passe. Un influx nerveux. Ouais, ça. Et puis, il y a une espèce de tension sexuelle qui s'apaise. Exactement. Et que du coup. Ouais, c'est l'hypothèse de Dom, en tout cas, c'est que
si il se branle pas, il va penser au cul pendant toute la la soirée. Je pense que c'est une très mauvaise ça te met... Non, on a deux points de vue différents sur le truc. Attends, parce que toi, tu approuves cette méthode? Tu penses que c'est bien? Je sais pas. Sauf si ça t'endort après. Bah, ça endort un peu. Ouais. Enfin, en fait, je pense qu'au contraire, genre un date, la tension sexuelle est une composante importante. Ouais, je sais pas comment ça se passe dans les dates, mais j'ai déjà entendu ça. Alors, je serais plus capable de dire qui a dit ça, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait que pour l'écriture, quand on fait un truc artistique, qu'il y a besoin quand même de cette espèce de tension. Ouais. Et du coup, la personne disait se masturber, mais jusqu'au point de... Enfin, ne pas jouir, juste pour garder cette espèce de tension qui te maintient à la fois éveillé et qui justement maintient cette espèce de tension et qui fait que t'es plus peut-être alerte, je ne sais pas. Il y a cette discussion aussi sur le sport où est-ce qu'il faut genre la veille de la finale de la Coupe du Monde ou quoi? Ah oui. Est-ce que ça reste pas de te couper les jambes ou au contraire il faut rester Ah oui, non, moi j'avais entendu que les sportifs il faut pas qu'ils fassent l'amour avant. C'est ça. Oui, je pense que ça fatigue quand même. Enfin, je sais pas, ça. Non, enfin, pour moi, ça effectivement, ça enlève l'influx nerveux, mais qui est, enfin. T'as moins la niaque. Non, et puis même le côté, enfin, justement, cette tension, c'est un des trucs qui est agréable dans la séduction et tout ça, c'est de. Ah oui, après, moi, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais, enfin, tu peux quand même avoir une tension, même si tu t'es, masturbé, je sais pas, 1 heure avant, 2 heures avant. Oui, enfin, si la personne elle est attirante, quoi. Je veux dire, c'est. Oui. Ça revient, mais si tu le fais juste avant, tu vas pas être au top. Tu vas être un peu. En tout cas, il y a un consensus autour de la table sur le fait qu'on n'est pas pareil avant et après. Et pour Dom, après, c'est le moment où l'homme est le plus sincère. Oui, alors par contre, il y a un truc, ça s'appelle, il y a même une expression en anglais qui s'appelle post-nut clarity. Et c'est le fait que genre tu deviens plus clairvoyant. Mais il y a aussi, parfois c'est aussi accompagné d'une sorte de sentiment diffus où tu te sens un peu qu'est-ce que j'ai fait. Oui, oui. Mais c'est parce que enfin on dit souvent que les hommes quand ils ont envie de ken, tout le sang est concentré ailleurs, ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui irrigue le cerveau et du coup ils sont un peu cons quoi. Et au moins, après, tu retrouves tes capacités cérébrales normales. Tu n'es plus... voilà. Je sais pas. Donc, t'es d'accord avec Dom? Il faut qu'il décharge son fusil. Ouais. Bah, en vrai, pourquoi pas? Et puis, ça peut éviter un autre problème qui peut être l'érection involontaire pendant le date. C'est vrai. Enfin, je sais pas... Peut-être que quand vous êtes adulte, en fait, je pense que à des comédies avec des ados, donc. Mais oui, c'est vrai que, en plus, je pense que cette question, elle évolue en fonction de l'âge, quoi. Bah si t'es plus vieux, c'est. Je pense que quand t'es ado, il faut que tu fasses ça. Après, Ted, il est assez immature parce qu'il a jamais. Je pense qu'il est comme il est bloqué sur Marie. Je pense que ça. Il y a un truc sexuellement qui restait bloqué. Hein. Je sais pas. Faudrait voir avec son psy. En tout cas, Ted, il est plutôt convaincu par l'argumentaire de Dom et il dit même « Oh putain, j'allais sortir avec un fusil chargé ». Et donc, pendant ce temps, on retrouve Tucker qui se gare en voiture devant une maison et il sort de la voiture sans ses béquilles. En fait, il marche sans aucun problème. Oh, le bâtard. Twist. Et il ouvre son coffre et il en sort une pile de pizza. Et il a aussi une espèce de veste rouge où c'est écrit Pizza Planet ou je sais pas quoi. En fait, il va aller livrer des pizzas. Et Pat débarque en trombe. Il saute sur Tucker et lui demande ce qui lui prend à raconter n'importe quoi sur lui. Et là, Tucker crache le morceau. Il est amoureux de Marie. Ouais. Il n'est pas du tout architecte. Ils sont tous fous autour d'elle. Il a jamais foutu les pieds à Santiago. Est-ce que Tucker, j'ai juste un doute, là, je l'imagine, c'est le mec qui est dans Mulholland Drive ou je confonds? C'est pas ce gars? Quel avec mec les gros sourcils noirs, là? Non, c'est pas lui, non. Je sais pas pourquoi je visualise lui. Non, le mec, c'est un comique anglais qui s'appelle Lee Evans, qui a pas fait beaucoup de films. Il joue dans le 5e élément. Mais il a pas vraiment, enfin, il a fait une dizaine de films. Mais par contre, c'est un acteur très, très, très marrant. Enfin, tout le casting est super. Pareil, le mec qui joue Dom est très marrant aussi. C'est Chris Elliott. Bon, en tout cas, Tucker, voilà, il est aussi, c'est autant un menteur que Pat. Et donc, en fait, il savait rien de Pat, mais il a senti qu'il était pas architecte, quoi. Donc, voilà. Et donc, évidemment, Pat n'est pas un serial killer. Pendant ce temps, Ted est dans la salle de bain.
il a ouvert le journal sur une page de pub pour les soutiens-gorge et il est en train de faire ce que lui a conseillé Dom. Donc il y a une très belle scène avec de la musique classique derrière. Ça commence à venir et pile au moment où il jouit, Marie frappe à la porte de la chambre. Donc il panique un peu, il remballe son journal, il prend une serviette pour s'essuyer, mais il ne trouve pas où est le sperme. Il cherche partout, mais c'est vraiment nulle part. Donc il laisse tomber et il ouvre à Marie. Elle est radieuse, trop contente, mais elle regarde Ted un peu bizarrement. Et elle lui demande, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? On a un contre-champ sur Ted. Et il a une énorme stalactite de sperme collée sur l'oreille gauche. Donc la fameuse scène culte de Marie à tout prix. Et elle demande, est-ce que ce serait pas du gel pour les cheveux? Ted vient de comprendre, il dit, oui, c'est ça. Et avant qu'il puisse rien faire, elle dit, ça tombe bien, j'en ai besoin. Et elle se met du sperme dans les cheveux. Mais du coup, moi, je connaissais que cette scène et j'avais un peu, je m'étais dit qu'elle devait être un peu conne, que Marie. Mais alors, je comprends en fait que c'est pour la comédie. Mais je me suis dit, non, mais ça, c'est un personnage qui a été écrit par un homme, c'est évident. Parce que jamais une femme se met du gel comme ça dans les cheveux. C'est un process, en fait. C'est déjà, on le fait devant le miroir, on le fait bien, on fait pas le truc qu'elle fait dans le film. Avec une houppette. Sans même vérifier ce qu'elle a fait et sans même vérifier que... Puis en plus, je pense qu'à peu près toutes les femmes, même celles qui se mettent pas forcément du gel, je pense que toutes les femmes adultes savent à peu près reconnaître la différence entre du gel et du sperme. C'est pas du tout les mêmes consistances. Ouais, et puis pourquoi elle aurait plus de gel? Enfin, je veux dire, si vraiment elle veut se préparer. Surtout, elle a pas du tout une coiffure qui nécessite de se mettre du gel dans les cheveux. C'est clair. Et la caractérisation du personnage, c'est aussi qu'elle est à la cool, quoi. Donc en fait, elle fait soi-disant pas trop attention à son apparence, mais en même temps... Ouais, mais en fait, maintenant, avec le contexte, je me dis, ok, c'est pas qu'elle est con, quoi. C'est juste, voilà, elle est désinvolte. Ouais. Mais moi, comme j'avais que ce petit bout-là, je me suis dit, c'est vraiment la blonde débile. On est vraiment dans le cas d'une scène de comédie qui se tient pas complètement en termes de vraisemblance, même dans le registre et la licence comique du film, mais qui est tellement marrante que tu dis on va quand même le faire. C'est la scène du film, je pense. Oui, c'est vraiment imparable. En fait, c'est tellement con comme idée, c'est tellement enfin, je sais pas par quel process ils arrivent à se dire ils se mettent du sperme dans les cheveux. Ouais, et en plus, il y a un côté aussi outrancier, c'est-à-dire que je pense que en fait, les occurrences de sperme dans le cinéma populaire américain sont pas non plus très fréquentes. Donc il y a un truc où ça va vraiment loin de faire ça, quoi. Oui, c'est les seuls qui ont osé quasiment faire ça dans faire le cinéma un truc mainstream. Quand le film est sorti, moi j'étais jeune. Quand j'ai compris la blague de cet extrait et tout, j'étais là genre non, mais je peux jamais voir ce film parce que c'est trop choquant. C'est c'est pour les adultes, je peux pas. Et d'ailleurs, c'est une scène que Cameron Diaz voulait pas tourner au départ. Elle disait, c'était comme une actrice plutôt débutante, et elle s'est dit, si je fais cette scène, ma carrière est foutue, quoi. Et en fait, les Farrelly lui ont dit, bon, on la tourne quand même, et on la met dans le film que si c'est vraiment très 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 marrant. Et après, ils ont fait des projections tests, et en fait, c'est la scène où les gens se roulent par terre de rire, donc ils ont fini par la laisser. Donc voilà, et donc on a ce fameux cut où t'as Marie avec la mèche qui fait 15 cm de haut, et le contre-champ sur Ben Stiller qui sait plus où se foutre. Et en fait, d'ailleurs, pareil, le fait qu'elle fasse cette sorte de mèche absurde est plus marrant que si elle faisait une sorte de coiffure crédible qu'elle aurait vraiment fait avec... la blague marcherait pas. Ouais. Donc on a cette scène où ils sont tous les deux au resto, et elle est en train de parler du fait que le gars qu'elle est en train de dater, c'est un serial killer. Elle dit, bon, ça fait quand même bizarre d'avoir eu des dates avec un gars comme ça, mais parle-moi un peu de toi, passons à autre chose. Elle a envie de se changer les idées quand même. Donc voilà, cut. On se retrouve avec Tucker et Pat, qui boivent des coups ensemble aussi. Et ils sont en train de devenir potes finalement. Et Tucker raconte comment il a rencontré Marie. Il lui a livré une pizza un jour et il est instantanément tombé amoureux. Et du coup, il a changé complètement de look. Il avait des cheveux longs et tout, et il s'est coupé les cheveux, il a mis des lunettes. Et il est allé la consulter à son cabinet pour soigner son dos cassé. Elle est chirurgienne orthopédiste, rappelons. Et donc Pat demande comment il a fait pour simuler le dos cassé.
Et il dit j'ai pas simulé. Hein. J'ai demandé à un ami de me péter le doigt avec une batte de baseball. Donc vraiment, ils sont tous prêts à tout pour se rapprocher de Marie. Ils sont tous complètement cinglés. Ça pourrait être un film d'horreur. Hein. Si dans un autre prisme, ça pourrait être... Si tu le vois comme un drame, c'est vraiment des stalkers ultimes horribles. Il y a All the Boys, Mandy Lane. Mandy Lane. Ah oui, c'est un peu la version film d'horreur où tu tombes pour la plus belle fille. Ouais. On retrouve Marie et Ted qui passent une super soirée. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, ils ont plein de choses en commun, ils ont des conversations, et pour le coup, Ted, il sait pas ce qu'aime Marie, mais ils sont sur la même longueur d'onde. Et à un moment, Ted demande comment ça se fait qu'elle est célibataire, donc c'est la fameuse question qu'on se posait tout à l'heure, et elle répond qu'elle a failli se marier une fois, et donc elle raconte l'histoire de Brett, qu'on connaît, qui était l'homme idéal, mais qui ne voulait pas de Warren. Elle dit c'est du passé, et elle demande à Ted si elle veut venir voir un match chez elle à la télé. Fin de la discussion, il est chaud. Pendant ce temps, Tucker et Pat sont devant la maison de Marie. Et dans la maison, il y a Magda qui est en train de chiller sur le canapé avec un cocktail dans la main. Elle a des rondelles de concombre sur les yeux. Et les deux mecs envoient des pilules par la fenêtre. Et Pat demande combien il en faut. Tucker répond 4. Et Pat dit ça fait quand même beaucoup d'en fait pour un chien. Surtout qu'il a une mésaventure déjà avec les médicaments. Donc il envoie quand même la dernière pilule qui tombe en plein dans le cocktail de Magda. Qui voit pas parce qu'en plus elle a un concombre sur les yeux. Et donc un peu plus tard, Ted et Marie arrivent à la maison et Magda est surexcitée, elle est en train de faire le ménage, elle passe l'aspirateur partout de manière frénétique, elle soulève le canapé d'une seule main, elle n'arrive plus à s'arrêter et Marie lui demande où est Poufy et Magda dit qu'il était intenable, elle l'a enfermé dans la salle de bain. Et donc Marie demande à Ted de faire sortir le chien. Bon, évidemment, Ted se fait attaquer par Poufy et il s'ensuit une bagarre dantesque entre Ted et Poufy. Ils ont bien rentabilisé la marionnette du chien. Je vous raconte pas la scène entière de la bagarre, mais Poufy finit par être projeté par la fenêtre du 2e étage. Classique. Pour info, la scène a gagné le MTV Movie Award de la meilleure scène de combat. C'est génial. Donc, Ben Stiller et Poufy. Et j'aimerais bien savoir qui il y avait en face en compétition. Alors en face, il y avait Blade, Wesley Snipes contre les vampires. Et tous ces mois d'entraînement pour faire des combats et tout, et pour se faire battre par un chien. Il y avait Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones dans le masque de Zorro. En plus, elle est cultissime cette scène. Et il y avait Jackie Chan et Chris Tucker contre le gang chinois dans Rush Hour. C'est génial que ce soit Marie à tout prix qui a gagné. Bravo Poufy. Donc on se retrouve le lendemain et Poufy est entièrement plâtré. Il est tombé du 2e étage. Il a juste un museau. Il y a juste son museau qui dépasse sur l'avant et sa queue à l'arrière. Donc c'est un plâtre entier avec Poufy. Et donc on a des séquences de montage où cette fois-ci c'est Marie et Ted qui ont des dates qui sont cool, notamment avec Poufy le chien sous les bras, tout plâtré. Donc ils vont au golf, ils vont au baseball, ils emmènent Warren manger des glaces, faire du shopping, du karting. C'est vraiment l'idylle parfaite. What could go wrong? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On est à la fin du 2e acte du film, donc c'est le moment où il va y avoir une révélation. Une révélation? Carrément. Oui, tout simplement, Ted a oublié de dire quelque chose à Marie. Marie est chez elle, elle est en train de lire son courrier. Ted arrive avec un bouquet de fleurs pour elle et une balle de baseball dédicacée pour Warren. Donc il s'attend à ce que Marie soit contente, mais elle fait la gueule. Elle lui demande si c'est vrai qu'il a engagé Pat Healy pour l'espionner. Ce qui est quand même chaud, en fait. Il est allé espionner une meuf qu'il connaissait à peine, quoi. Ah oui, mais parce qu'il lui a pas dit, quand il l'a abordé, il lui a pas dit... non, il a dit, je passais par là. Ah oui, ouais. Je suis de passage à Miami. Ah oui, oui. Et donc Ted est pris de court. Elle veut savoir si c'est vrai. Il lui dit oui. Mais c'est pas ce que tu crois. Déjà, il savait pas que c'était un meurtrier, quoi. Mais de toute façon, elle dit que peu importe dans l'absolu comment il a pu engager quelqu'un pour espionner une meuf qu'il avait rencontrée au lycée et qu'il a pas vue depuis 13 ans. Ce qui est chaud. C'est un move de psychopathe. Ouais. Donc elle lui dit de s'en aller. Et Ted se défend en disant qu'il arrêtait pas de penser à elle, mais que s'il la retrouvait pas, sa vie serait foutue. Et Marie veut rien entendre et il se barre.
Vous pensez quoi de ce statement de Ted C'est encore plus inquiétant. Moi, quelqu'un me dit ça, je suis là genre, va faire une thérapie quand même. Bah ouais, il en fait une. Mais avec un bon psy. Avec un bon psy. Mais c'est vrai que ça, je pense, c'est un des chantage émotionnel. Un des trucs qui a vieilli dans le film, c'est que, en fait, ça reste une comédie romantique à l'ancienne. Et dans les comédies romantiques, c'est ce genre de déclaration qui peut être un peu, je sais pas, touchante ou qui peut lui faire marquer des points finalement. Alors qu'en fait, avec le recul, c'est quand même... Il est resté bloqué pendant 13 ans sur une meuf qu'il connaissait à peine. Et de base, moi, je trouve souvent les comédies romantiques un peu flippantes dans ce que ça raconte. Moi, c'est un genre que je connais mal. Enfin, j'en ai vu des comédies romantiques, mais par rapport à d'autres genres de films, c'est peut-être celui que je connais le moins parce que justement, quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait pas. Parce que je trouvais ça toujours trop... soit les trucs comme Marie à tout prix, je trouvais ça trop scabreux pour moi à l'époque. Soit les trucs comme Coup de foudre à Notting Hill, je trouvais ça trop niais. En fait, je les avais même pas vus, mais dans l'idée que je m'en faisais, je trouvais ça niais. Quand je voyais justement ces extraits de déclarations et tout, j'étais là genre, on est censé trouver ça romantique. Moi, je trouve ça flippant. Mais en fait, en vieillissant, je suis un peu revenue là-dessus, parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais zappé beaucoup de bons films parce que j'avais mis toutes les comédies romantiques dans un même panier. Déjà, moi, j'étais fan de films d'horreur déjà très jeune, donc déjà, j'étais focalisée là-dedans. Il y a moins de déclarations un peu cheesy. Déjà, mais c'était une des raisons pour lesquelles j'aimais bien les films d'horreur, c'est que souvent, il n'y a pas d'histoire d'amour, ou alors elles se finissent pas très bien. Mais en fait, à l'âge adulte, on m'a fait découvrir des teen movies que j'avais pas vus, des comédies romantiques que j'avais pas vues, et en vrai, il y a quand même des très bonnes choses. Mais ça n'empêche que moi, il y a encore des trucs qui sont cultes, que moi je trouvais absurdes, genre Love Actually, par exemple, que j'ai découvert bien après qu'il soit sorti. La moitié des histoires d'amour, je les trouve horribles. Enfin, le mec qui se ramène avec ses panneaux là. Ouais, surtout celle-là. Et cette déclaration-là, pour moi, c'est le pire move de psychopathe. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a un truc qui est vraiment intrinsèque aux comédies romantiques, c'est de réparer quelque chose qui dysfonctionne en général. Et d'ailleurs, même historiquement, il y a tout le truc autour des comédies de remariage. En fait, à cause de la censure, tu pouvais pas faire que les acteurs s'embrassent s'ils n'étaient pas mariés. Donc en fait, tu prenais des couples mariés qui se séparaient et il fallait les remettre ensemble. Donc ça a été un truc qui a vachement structuré le genre de la comédie romantique. Et donc, on a toujours ce même schéma avec un couple qui pourrait bien fonctionner, même si parfois on a des personnages qui n'ont rien à faire ensemble, mais ils finissent par se kiffer. Puis tout va mal, souvent parce qu'ils se sont mentis. Et tout l'enjeu de la comédie romantique va être de renouer ce couple-là. Et en fait, ça, quand tu le transposes à la vraie vie, il y a finalement pas beaucoup d'œuvres pour nous apprendre à parfois, en fait, vaut mieux laisser tomber, quoi. Enfin, en fait, c'est ça. Mais par exemple, 500 jours ensemble, le truc du film, ça dit que la fille que tu idéalises et avec qui tu vis une histoire mais qui ne marche pas n'est pas forcément la femme de ta vie. Je suis en train de spoiler 500 jours ensemble. Mais ça, c'est une anti-comédie romantique. Et en fait, moi, pendant longtemps, même encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Il y a un blocage quand même qui se fait de pour moi, c'est un film triste, alors que non, c'est un film qui est très réaliste et qui se finit sur une ouverture heureuse. Mais comme il ne finit pas avec la fille qu'on a vu tout le film, ça fait un bug dans mon cerveau qui dit que non, du coup, c'est pas une fin heureuse. Alors que non, au contraire, dans la vie, des fois, il faut savoir lâcher l'affaire quand ça ne marche pas. C'est que dans l'inconscient collectif, en fait, on nous a inculqué que le but à atteindre, c'est le couple. Et justement, les comédies de remariage, c'est le truc où il faut absolument se remettre ensemble, alors qu'en fait, la bonne nouvelle, ce serait plutôt de se séparer et de chacun se reconstruire et mais après, bien tout seul. C'est ça qui est très difficile, c'est que parfois, il y a quelque chose à sauver et parfois non, quoi. C'est difficile de déceler correctement, surtout quand t'es dans l'histoire, en fait. Quand t'es dans l'histoire, t'as l'impression qu'il faut la sauver. Après, il y a beaucoup de personnages de comédies romantiques qui ont juste besoin de faire des thérapies avec des bons psys. Parce que là, par exemple, dans Marie à tout prix, ils sont focus sur une fille qu'ils ne connaissent même pas vraiment, au point de renier leur propre personnalité, alors pas Ted, mais les autres, pour coller à ce que elle veut. Donc déjà, c'est pas du tout les bonnes bases d'une relation. Et aussi, lui, il est focus sur cette fille depuis l'adolescence, mais je suis sûre qu'il y a des super chouettes meufs au Rhode Island qui méritaient tout autant de sortir avec un mec gentil comme lui, quoi. Il est resté bloqué. Ouais, il dit vraiment, ma vie, si je t'avais pas retrouvé, ma vie serait foutue, ce qui est quand même, je trouve ça fou que de dire ça. Mais voilà, on est en 98. Bon, et c'est censé être romantique.
Alors, je sais pas comment c'est censé être perçu par le spectateur, mais c'est pas à son discrédit, en tout cas. En tout cas, ils disent ce qu'il a sur le cœur. Bref, on retrouve Ted un peu plus tard, qui cherche Pat Ellie pour aller s'expliquer avec lui. Il a retrouvé son appartement. Et il se trouve que Pat est vraiment cul et chemise avec Tucker. Il est avec Tucker. Ils sont tout le temps ensemble. Et donc, il vient confronter Pat. Et Pat, il avoue qu'il est tombé amoureux de Marie. Il dit, il n'y a pas de raison. Moi aussi, j'ai le droit de trouver l'amour. Il n'y a pas de raison que ce soit toi et pas moi. Et j'aime bien l'idée qu'il y ait une bromance qui se soit créée entre les deux. Et tout, c'est hyper cool. Ted comprend pas pourquoi il a envoyé la lettre anonyme, par contre, parce que ça les grille tous les deux, finalement. Et là, Pat comprend pas de quoi il parle. Il a jamais envoyé de lettre anonyme. Et là, il se retourne vers son nouveau meilleur pote, qui va peut-être pas l'être longtemps. Et il commence à accuser Tucker et il l'engueule parce que ça fait pas partie de leur deal. En fait, il devait d'abord évincer Ted avant toute chose. Et Tucker, il se défend, il dit « Mais c'est pas moi, j'ai rien fait. » Il y a un quatrième prétendant. Ouais. Et il commence à s'énerver à son tour. Il les traite d'ingrats parce qu'il dit que sans lui, Marie serait mariée depuis longtemps. Ah non. Donc là, Ted veut en savoir plus. Et en fait, on apprend que Brett n'a jamais dit du mal de Warren. En fait, c'est Tucker qui a fait croire à Marie que Brett lui avait dit ça pour qu'elle... mais donc en fait, le vrai amour de Marie, c'est Brett. Enfin, c'est avec lui qu'elle devrait en tout cas, tout était cool chez lui, sauf ce truc qui s'est avéré être un mensonge. Ouais. Donc Ted est vraiment dégoûté par ces gars. Il les traite de tordus et il se barre. Pendant ce temps, Marie est en train d'errer chez elle. Bon, elle est quand même super triste. Hein. Bah, tu m'étonnes. Elle va dans sa chambre. Ouais. Elle est entourée de cinglés. Elle va dans sa chambre pour s'allonger un peu. Et là, sur le lit, il y a quelqu'un qui l'attend. Peut-être David, tu te souviens, non ? Non, je me souviens pas. C'est Dom. Qui est sur le lit. Et Marie sursaute et elle le reconnaît. Mais en plus, elle l'appelle Woogie. Elle lui demande qu'est-ce que tu fous là, Woogie. Ah, le twist, incroyable. Mais je pensais pas qu'il allait avoir des twists comme ça dans ce film. Il lui demande si elle a lu sa lettre à propos de Ted. Oh là là. Et il a plein de tics, il tremble. C'est pas le Dom qu'on connaît, il est vraiment, il est redevenu lui-même. Et il a vraiment le visage couvert de cloques, c'est ignoble. Hey. En fait, il avait fait un urticaire de fou depuis qu'il a entendu parler de Marie finalement. Ouais. Et pendant ce temps, Tucker et Pat sont devant chez Marie et ils écoutent la conversation avec le micro directionnel depuis la voiture de Pat. Et ils ont aucune idée de qui est Woogie, donc ils écoutent quand même attentivement. Et Marie dit à Woogie qu'il n'a pas le droit de se trouver à moins de 400 mètres d'elle. Ah là là. Et en fait, c'était lui le fameux stalker de la fac. Elle dit qu'à cause de lui, elle a dû changer de nom, elle a dû porter plainte, déménager. Wow. Et en plus, il lui a volé toutes ses chaussures. Et Woogie, non, c'est pas moi. C'est génial. Et Woogie répond qu'il vient de passer 9 ans en thérapie et maintenant, il va mieux. Il dit, je tournais pas rond à l'époque, mais ça va mieux. Et en disant ça, il a des tics super flippants, il fait des petits, il a des petits fous rires. Mais c'est horrible parce que lui, du coup, il est marié, il a des enfants. Ouais. Donc, il est retombé là. Ah putain. Elle lui dit de partir. Et là, il dit, je n'irai nulle part tant que j'aurai pas un petit souvenir de toi. Et là, Marie se met à hurler. Et à ce moment-là, Pat et Tucker sortent de la voiture et courent vers la maison de Marie pour la secourir. Et en fait, Marie va bien. Woogie, il est juste allé dans le dressing pour lui voler toutes ses chaussures. Et Marie le retire par les jambes pour l'empêcher de s'enfuir avec ses chaussures. Et les deux gars, Tucker et Pat, l'immobilisent et le balancent sur le canapé. Et à cette occasion, Marie découvre que Tucker a plus ses béquilles. Elle lui demande ce qui se passe. Et il avoue qu'en fait, il s'appelle Norm et qu'il habite chez ses parents. Il n'est pas architecte. Et là, quelqu'un d'autre arrive. C'est Ted. Il demande à Dom ce qu'il fout là. Et Dom lui dévoile sa vraie identité. Dom Wooganowski, dit Woogie. Et il lui dit « Tu m'as volé Marie et je veux la reprendre ». Et là, on voit débarquer Magda, qui arrive de la cuisine. Et elle est en train de manger un gros banana split. Derrière, il y a une sorte de vieux gars en train de se rhabiller. Et elle demande, mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est qui tous ces gens ? Et donc Pat résume la situation. Il dit, voilà, on est tous amoureux de Marie. Et donc Pat décide de faire une proposition à Marie. Enfin, c'est plutôt un ultimatum. Il dit, personne ne sort tant que Marie n'a pas décidé une bonne fois pour toutes qui elle veut vraiment. Oh là là, mais moi je les virerais tous et je leur dirais barrez-vous, j'appelle la police. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de dire. T'es cinglé. Et là, on voit arriver Warren. Mais Warren n'est pas seul. Il est perché sur les épaules de quelqu'un. À votre avis, c'est la seule personne qui manque dans ce tableau. Brett. C'est Brett. En fait, Ted a retrouvé Brett et il lui a raconté toute l'histoire. Et il dit à Marie que Brett n'a jamais dit du mal de Warren.
Il adore Warren et surtout, il aime toujours Marie. Ouais. Pour info, Brett est incarné par un vrai joueur de football américain, Brett Favre. C'est l'un des plus grands quarterbacks de l'histoire du foot américain. C'est le joueur phare des Packers de Green Bay, pour info. Okay. Et il est tellement important dans l'histoire de ce club qu'après sa retraite, son numéro 4 n'a plus jamais été attribué à un autre joueur. Donc c'est vraiment... c'est Zidane, quoi. Une légende. Ouais. C'est non seulement l'homme idéal, il aime Warren, il aime Marie et il est super fort en foot américain, qui est la passion de Marie. Ça prouve que Ted, c'est vraiment un bon gars, quoi. Ouais, et justement, il dit j'ai compris en fait ce qui se passe, je vaux pas mieux que les 3 autres mecs. Ils ne t'aiment pas, ils ont fait une fixette sur toi à cause de l'image d'eux que tu leur renvoies. Et ça, c'est pas de l'amour. Wow, bah ça, c'est très bien, ça. De sa part, ouais. Ça, c'est une belle déclaration, ça. Donc Pat se fout de sa gueule, il dit non mais sérieux, dis-moi droit dans les yeux que t'es pas fou amoureux de cette fille. Et là, Ted répond, il dit ouais, je te le dis. Et puis on sent qu'il fait un sourire un peu de façade et il se barre. Et juste avant de partir, il croise Warren en train d'écouter de la musique au casque. Il soulève le casque et il dit au revoir dans l'oreille de Warren. Oh. Et Warren lui répond au revoir Ted. Incroyable. Cut, on voit Ted sortir tout seul de la grande villa et il est en larmes. Il pleure de manière ridicule en plus. Oui. Et il croise Jonathan Richman, le chanteur, qui démarre une chanson dissonante, triste et tout. Et donc ensuite, Ted, toujours en train de pleurer, qui visualise toutes les images de tous les moments passés avec Marie au cours du film. Oui, il n'y a pas tant que ça, mais quand même, c'est des images qu'on a vues. Et là, on entend la voix de Marie qui court après Ted. Donc il se retourne, c'est bien réel, elle est là. Ils courent tous les deux l'un vers l'autre. Et là, Marie lui dit « T'as oublié tes clés ?» Et elle lui tend le trousseau de clés. Donc voilà, il prend ses clés, il repart, fausse joie. C'est génial. Et en fait, elle lui dit un nouveau truc. Elle lui dit « Est-ce que tu pensais tout ce que tu as dit ?» Et il répond « Je ne veux que ton bonheur. » Et Marie répond « C'est avec toi que je serai la plus heureuse. » Donc là, on est quand même dans du classique comédie romantique. Et il demande « Mais qu'est-ce que tu fais de Brett Favre ?» Et elle dit « Je te l'ai dit dès notre première rencontre, je suis fan des Niners. » Mais oui, j'ai pensé tout à l'heure. Les Packers, qui sont un peu les rivaux des Niners, l'un des rivaux. Et donc voilà, Marie et Ted s'embrassent. Jonathan Richman démarre une nouvelle chanson, une chanson joyeuse. C'est la chanson titre du film, There's Something About Mary. On a un plan sur Magda qui, depuis la terrasse, observe la scène avec un air attendri. Et là, il y a le vieux avec qui elle a passé la nuit qui débarque derrière elle avec un fusil et qui vise Ted. Et Magda demande « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et il dit « Je vais éliminer mon rival. » Et elle dit « Mais on vient de coucher ensemble. » Et il dit « Je l'ai fait pour avoir Marie. » Et là, il tire, mais il rate son coup. Et il tue Jonathan Richman, le chanteur. Oh non. Donc la musique s'arrête. Cut au noir. Et c'est la fin de Marie à tout prix. C'est très, très chouette fin. Ouais, la fin, j'avais complètement oublié cette fin. Et je me rappelle pas non plus. Et je pense qu'on ne devait pas bien comprendre l'histoire avec le joueur de foot américain. Parce qu'il y a une ref. Mais si t'as pas le contexte de qui tu il sais est. Pas qui c'est, machin. Après, il fallait bien trouver une raison pour laquelle elle finisse avec Ted. Ouais, oui. Ça, c'est un peu. C'est le seul point du film qui me semble un peu invraisemblable. Tout le reste me semble parfaitement plausible. C'est ça. Non, mais oui, c'est un peu. Je pense que c'est une époque où t'es obligé que le personnage principal finisse avec la fille. Ouais. Mais en vrai, moi, j'aurais trouvé ça hyper avant-gardiste qu'elle finisse avec Brett et que lui, il rentre chez lui et que, je sais pas, genre, il rentre chez lui au Rhode Island et puis hop, il croise sa nouvelle voisine et nouveau coup de foudre, quoi. Ça aurait pu être un... C'est vrai. Après, j'ai vraiment fait la fin de 500 jours ensemble. Le fait qu'elle finisse avec Brett, c'est pas non plus évident parce que elle a peut-être passé autre chose. Ouais, bien sûr. Mais puis aussi, c'est bizarre parce que lui, elle l'a quitté parce que soi-disant, il avait dit des trucs méchants sur son frère. Enfin, lui, il s'est jamais défendu, il s'est jamais battu pour la garder en lui disant c'est pas vrai. Brett, il avait des matchs à jouer, il a pas eu le temps de réfléchir à la situation. Mais je suis agréablement surprise, je pensais pas du tout que ça allait être ça le film. Genre vraiment, je pensais que ça allait être juste blague potache sur blague potache. Et il y a vraiment un fond qui est cool en vrai. Et c'est assez bien ficelé, moi je trouve que c'est vraiment un scénario où tout s'imbrique bien. Ils ont vraiment construit une intrigue qui fonctionne bien. Et en fait, effectivement, ce que tu disais sur le fait que ça aurait pu être un film d'horreur, en fait, le fait d'avoir des situations dramatiques très fortes avec du danger potentiellement, une sorte d'investissement dingue des personnages, ça renforce vraiment l'aspect comique en fait. Potentiellement, c'est un bon procédé pour écrire une comédie d'écrire soit un drame, soit un film d'horreur et en fait de le twister de manière comique parce que
en fait, tout ce qui passe, cette galerie de personnages qui sont devenus complètement cinglés, en fait, c'est très, très marrant, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, dans le scénario original des 2 scénaristes initiaux, Tucker était pas du tout un imposteur, c'était le meilleur pote de Marie et tout. Et en fait, les Farrelly, en reprenant le scénario, ils ont poussé tous les curseurs de tous les personnages. En vrai, c'est marrant. Enfin, c'est en fait que tout le monde. C'est triste pour elle, mais mais c'est intéressant. Le personnage de Magda est cool. Enfin, même si elle est assez secondaire, mais j'aime bien ce type de personnage. Il y a un gag potache avec Magda dont je crois me souvenir. Hugo, tu l'as pas raconté. Il me semble qu'il y a un plan où on la voit topless. Oui. Et alors, je sais plus si c'est quelqu'un qui l'observe aux jumelles. Oui, c'est Pat. C'est au début où il vient de retrouver Marie. Et en fait, la nuit, il essaie de la stalker parce que c'est à Miami, donc les fenêtres sont ouvertes, elle se change à la fenêtre. En fait, il a stalk avec une jumelle. Et en fait, il veut voir mieux, donc il prend son autre jumelle. Et en fait, il se retrouve sur une autre fenêtre et on voit un Magda topless. Et c'est un prop vraiment dégueulasse. C'est un peu la vieille dans Shining. Ok, ce genre de truc. Et ça, je crois que c'est une scène qui a été censurée de la version américaine dans un premier temps. Et autre chose du script initial qui a été changé, c'est que au départ, Pat finissait avec Marie. C'est-à-dire qu'il s'était mal conduit, il s'excusait, et voilà. Et les Farrelly ont vraiment eu envie d'en faire un personnage abject, donc ils voulaient pas qu'il finisse avec elle. Et en fait, en réécrivant le scénario, ils n'avaient pas la fin. Et donc la scène finale, en fait, ils avaient écrit tout le reste avant et eux-mêmes ne savaient pas avec qui elle allait finir. Et donc ils ont trouvé le truc effectivement logique dans une perspective hollywoodienne de la faire finir avec Ben, mais elle aurait très bien pu finir toute seule. Ou ils n'ont pas envisagé, il n'y a pas eu de version où elle finit avec Brett et genre les projections de test ont fait que les spectateurs préféraient le happy end. Je crois pas, non. Je crois qu'ils ont quand même écrit... c'est vraiment leur volonté que ça se finisse comme ça. Mais ils ont fait beaucoup de projections test, ils ont changé pas mal de choses, notamment dans le montage sur les scènes de combat avec le chien et tout. Ça finit un peu comme un whodunit. C'est-à-dire on met tous les personnages dans la même pièce et il faut trouver... C'est Cluedo. Cluedo aurait dû faire une édition spéciale Marie à tout prix. C'est clair. Bon, le film ne passe pas le test de Bechdel parce que j'ai l'impression que quand même Marie et Magda ne parlent que d'hommes. Je tenais à souligner ce petit point parce que je fais quand même des films féministes, donc je peux pas retirer ma casquette de féministe. Mais après, les Farrelly ne sont pas les réels les plus féministes de Hollywood. C'est vrai. Mais bon, ils sont rigolos alors. Ça t'a donné envie de voir le film ? Ouais, ça m'a donné envie de voir le film, ouais. Mais c'est fou, des fois, les idées qu'on peut se faire... C'est pour ça que les teasers, les bandes annonces, des fois, ça peut être très trompeur. Parce que moi, je m'étais pas du tout imaginé ça, quoi. C'est vrai qu'en plus, le teaser de Marie à tout prix, c'était surtout sur les scènes d'action. Je pensais que ça allait parler que de cul, moi. En fait, je visualisais ça un peu comme un espèce d'American Pie potage, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas si grave que ça. Il y a le truc de la braguette et le truc du gel. Ouais, mais moi, ça me dérange pas si c'est contrebalancé par un scénar qui est intéressant, quoi. Oui, et puis les scènes de comique physique, elles sont vraiment irrésistibles, quoi. Les trucs avec le chien, c'est trop marrant. C'est trop bien mis en scène, monté. Ouais, j'avoue, j'ai un peu envie de voir maintenant. Surtout que ça a gagné le MTV. Ça a battu Blade. Pardon, mais... Et les acteurs sont... Enfin, Matt Dillon, il est impressionnant de facilité burlesque, quoi. En tout cas, on te remercie beaucoup, Alexandra, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à Axel à la technique. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles ou un like sur votre plateforme favorite. Merci à tous nos tipeurs qui nous soutiennent sur tipeee.com/calmos. On revient dans 15 jours pour un nouvel épisode. Donc, on vous dit à très bientôt. Salut, à bientôt. Au revoir.